Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ou rebonjour ou rebonsoir à toutes et à tous si vous étiez déjà là en milieu de journée avec nous pour le live avec la Corée du Sud. Voilà, on en reparlera tout à l'heure. Écoutez, bienvenue pour cette nouvelle émission de Jour de Coupe au pluriel, l'émission dans laquelle on va revenir sur les rencontres de la journée qui ont eu lieu en Asie et en Afrique, en démarrant comme d'habitude par l'Afrique. On est assez nombreux ce soir. Bonsoir à ceux et rebonjour à ceux qui étaient dans le chat déjà tout à l'heure. Pour certains, bonsoir à ceux qui débarquent à l'instant, qui débarquent, non, qui arrivent sur cette émission mais qui n'étaient pas dans le live. Donc bonsoir à Rudy, à Rami, Red, Monsieur Yass. Rodolphe, Xixon, bonsoir à vous, ou rebonjour, puisque certains, on s'est croisés ce midi. Bref, je le disais, on va débriefer la journée de Coupe d'Afrique et la journée de Coupe d'Asie. On va être assez nombreux, vous allez voir, on va être 4 en me comptant là-dedans. Donc je vais aller saluer ceux qui vont m'accompagner. On va commencer par, on va changer les trucs. Je vais pas refaire le coup de l'alphabet. Je vais pas, voilà, parce que, hein, voilà, il faut qu'il y ait des privilèges sautent dans cette rédaction. Je vais commencer par le seul asiatique, même s'il y en a un qui triche un petit peu. C'est Monsieur Baptiste Mourigal. Rebonjour Baptiste. Rebonjour, effectivement, pour reparler de ce match à froid, et ça n'aura rien changé, je pense, mais on en reparlera. On en reparlera. Alors, je ne sais pas si vous entendez Baptiste, parce que je crois que j'ai oublié de faire un réglage. Dites-moi dans le chat si vous entendez Baptiste. Pourquoi est-ce que je ne le vois pas? Parce que je l'entends, mais je n'ai pas son... Ok, bon, c'est pas grave. Eh ben, la censure commence. Non, non, non. Toujours pas en mode Klinsmann Mania, me dit Rodolphe. Donc, écoute, apparemment, on t'entend. Mais c'est bizarre, j'ai pas le contrôle de ton son. Bon, c'est pas grave. Écoute, les gens ont l'air de t'entendre. Vous me dites dans le chat si vous avez entendu Baptiste ou pas, pendant que je salue les deux Tunisiens de la soirée. Le premier des deux, monsieur Ils Farouk. sont pas rancuniers, en tout cas, hein, je tiens à préciser. Non, il partage la soirée avec un Coréen. C'était un match amical. On va saluer Walid WWA. Merci pour le follow. Ouais, on tire pas d'enseignement sur les matchs amicaux. Alors, on va bien dire sûr ça. que non. Bah oui, bien sûr que non. Bah vous l'avez entendu. Bonsoir Farouk. Bonsoir à tous. Je suis désolé pour deux de mes camarades qui, pendant qu'ils essayent de préparer leur émission sérieusement, je suis en train de les inonder de messages en leur demandant de poster un truc sur le Twitch, vu que moi, j'ai pas été fichu de faire un compte. Mais je vous ai envoyé un truc qui serait intéressant de montrer à tout le monde tout à l'heure. Bonsoir à tous. Ok. Alors, ils posteront peut-être un truc sur le Twitch, on verra, je sais pas. Fais gaffe parce que si c'est un lien ou un truc comme ça, ils auront pas le droit. Ah. Et ben, je ferai autrement. C'est à moi qu'il fallait l'envoyer. Alors on va saluer les follow qui sont arrivés. Là, il y a eu quelques follow, quelques goals de Panama. Leto Desto Soccer, bienvenue à toi. Lookman qui nous follow. Rebonsoir Lookman, parce que tu étais là les jours précédents, il me semble. Même pas il me semble, j'en suis sûr. Bref, merci à vous pour le follow. On va accueillir l'autre Tunisien qui envoie pas des trucs sur Twitch où on dit un message privé pendant qu'on dit bonsoir. C'est l'homme qui était dans les stades d'Asie, mais qui reste quand même profondément tunisien. Monsieur Letko, comment vas-tu? Ouais, ça va Nico. Bon, ça fait longtemps, hein. Oh, Ça fait quelques heures qu'on ne peut pas parler. Salut Baptiste, salut Farouk. Non, t'inquiète pas, Baptiste, on n'est pas rancunier. On aime la Corée du Sud et on aime le Japon, donc il n'y a pas de souci. Puis vous aimez souffrir aussi. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, demain, on va souffrir, mais ça sera pour demain. Voilà, ça sera pour demain. Voilà, bonsoir au chat aussi. Voilà, bonsoir au chat. Et on s'est régalé encore aujourd'hui, donc on va en parler de ces. Normalement, on a un beau programme avec Nico. Ouais, on a un beau programme parce que on s'est régalé pas sur tous les matchs. Hein, je vais te dire, il y a quelques matchs, voilà. Ouais. Al-Rami, je sais pas si j'ai le droit de lire le message parce qu'après Baptiste, il se fait. Ça va, Baptiste dans la sauce. Remarque, je peux poser la question à Letko. La question d'Al-Rami, c'est est-ce que les Coréennes étaient sympas? Ouais, j'ai vu le message, ouais. Oui, enfin, en tout cas, c'était très gentil et elles étaient très apprêtées et très. Comment dire, enfin, elles étaient concernées par le match, quoi. Voilà. Elles étaient vraiment à fond derrière leur équipe et tout. Non, parce qu'en fait, depuis que je suis les matchs, il y a beaucoup de filles qui viennent au stade juste pour faire des selfies. Ouais, mais alors, là, en Corée du Sud, ça, et ça, Baptiste va le confirmer tout de suite, je pense. Non, elles le font. Corée du Sud, c'est très féminin. Oui, bien sûr. Mais on va dire qu'elles choisissent bien leur moment pour faire des selfies. C'est pas pendant le match, c'est à la mi-temps, après le match, avant le match. Mais pendant le match, elles sont à fond derrière. Et ça fait grave plaisir. Voilà.
En tout cas, belle ambiance sud-coréenne au stade. Bon, on en reparlera Voilà. tout à l'heure. On essaiera de répondre à la question posée par Xizon aussi, de savoir avec quelle fille le réalisateur est parti. Ça va être plus compliqué de savoir. On ne sait pas. Bref, on va se lancer dans l'émission. On va commencer comme d'habitude par justement par l'Afrique, avec parce que ça vient de se terminer aussi. Ce sont les derniers à jouer dans nos journées de coupe. On va reprendre un petit peu dans l'ordre tout ce qui s'est passé aujourd'hui. On va y aller dans l'ordre. On va pas commencer par l'Algérie, qui a justement conclu la soirée. Je pense qu'on ira. Alors, ça va être assez rigolo parce que j'allais dire, on va peut-être aller assez vite sur le Cameroun, quoique, parce que voilà, c'était pas fifou le match du Cameroun. Mais on va commencer par Sénégal-Gambie, pardon, avec cette victoire 3-0 du Sénégal. Je pense qu'on peut faire un vrai. Farouk, tu seras d'accord avec moi, je pense. On peut faire un vrai débrief de la première période qui a été absolument incroyable. C'est vrai, effectivement. Nous remercions l'orage au-dessus des Bimpe qui a simplifié la vie à tous les diffuseurs en tuant complètement le satellite. J'ai vu que beIN Sport a essayé justement un peu en dégradé de faire en sorte que les journalistes sur place fassent des vidéos derrière les cages. Donc ils ont pu prendre 2 occasions qu'ils ont postées. Mais effectivement, le monde entier, sauf les personnes présentes au stade, ont vu ce qui s'était passé durant les 25 dernières minutes la première mi-temps, et il est difficile de tirer des enseignements vu qu'on a eu 0 image. Voilà, on n'a absolument rien eu. Et du coup, voilà. Alors moi, je t'avoue que je pensais que beIN avait des gens sur place, plusieurs équipes pour commenter les matchs. Il n'y a que 3 matchs par jour, ça fait 3 duos. Je pensais qu'ils avaient 3 duos sur place. Je pense qu'ils ont plus de... Enfin, c'est comme pour la CAN 2021, il y a un dispositif plateau. Mais là, qui du coup est à Paris. Je pensais qu'il y avait à minima, peut-être deux sur les trios qui étaient sur place, mais c'est fou effectivement, à partir de la 25e, il a fallu compter soit sur les équipes qui sont allées filmer derrière, soit les 3-4 journalistes spécialisés qui étaient au stade et qui du coup ont pu donner un update rapide, à savoir que ça concernait tous les diffuseurs et que ce n'était pas spécifique à un seul. Ah oui, non, ça pour le coup, ouais, mais tu vois, par exemple, alors, le coup de l'absence d'image, voilà, beIN n'est pas responsable, ça c'est clair, mais enfin, moi je trouve ça dingue, surtout quand tu fais toute une communication sur la CAN comme vous l'avez jamais vécu, blablabla, au final, comme on l'a jamais vécu, ouais, enfin, là pour le coup, on l'a pas vécu, quoi. Donc, mais après, je veux dire, RMC, par exemple, a plus de gens sur place, quoi. Ces petits caprices météo n'ont pas été la seule conséquence. Alors oui, ça a pâti. La diffusion de Sénégal-Gambie en a pâti, mais sauf erreur de ma part, c'est aussi pour ça que Onana est arrivé au stade que 2h40 avant le coup d'envoi avec son périple. Mais on parlera du Cameroun après, mais je suis pas convaincu que Onana aurait joué même s'il était arrivé plus tôt. Effectivement, et ça a tout de même été un fil rouge de où est Onana. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ce qu'on a suivi. Oui, c'est vrai. Entre la fin de matinée et jusqu'à son arrivée, ça a été un peu un fil rouge de. Alors, est-ce qu'il est arrivé ou pas Après, écoutez, si je peux me permettre, Nico. Ouais, vas-y. En Afrique et en CAN et à la CAN, on est assez malheureusement habitué par des pertes de fuseaux. Là, c'est un orage. Pardon. Voilà, c'est ça, mais on est un peu habitué malheureusement. C'est pas la première, ce sera pas forcément la dernière CAN où on a des problèmes de transmission. C'est ce que dit Lookman dans le chat. C'est les plaisirs de la CAN. Sans ça serait pas la CAN. D'autres circonstances qu'on fait dans le passé. Voilà, c'est pas de la faute de la Côte d'Ivoire. Après, non. Alors, il était absolument pas question de trouver des responsables ou machin. Là, le message, c'était juste de dire, c'était la surprise de voir que finalement, beIN a envoyé quasi personne sur place, quoi, en fait, concrètement. Ils sont le diffuseur officiel en France. Ils ont fait une vraie promo avec des spots, des machins, des bidules là-dessus, et en fait, ils ont que 3 personnes sur place, quoi. Tu te dis, c'est pas normal. C'est juste ça que je critique. Le reste, non, évidemment, tu peux rien reprocher, évidemment. Mais après, Walid envisager un backup streaming via le net, pour le coup, non, parce que c'est la faute de personne. C'est l'orage qui fait qu'il n'y avait plus de diffusion satellite, donc il n'y avait plus d'image pour personne, pour aucun diffuseur au monde. Donc, et pour des raisons de droit, tu peux pas vraiment te faire une solution de backup un peu artisanale comme ça, parce que même les circonstances aidantes, je pense pas que ce soit possible que tu bascules sur un live Facebook ou un... Non, mais concrètement, si tu as des gens dans le stade, tu bascules sur un live radio. Oui, mais faut...
tu évoquais le fait qu'il y a les équipes, il faut aussi se dire est-ce qu'il y avait la possibilité est-ce qu'on aurait eu le d'acheminer son le matos qui va avec. Et Bah, live même si radio, tes équipes sont c'est en que face. du son. C'est vrai. Mais Tu vois ce que je veux dire? Nous, ce qu'on fait, ça va, tu prends un ordi portable, voilà. Bon, après, si tout a sauté, je sais pas. Mais ouais, mais si les gens ont la conviction que ça va revenir dans la minute, est-ce que tu vas vraiment avoir les auditeurs et les téléspectateurs qui vont basculer facilement? En fait, ton truc, même si tu vas faire ton bricolage, là, ça va être devant 30-40 personnes. Parce que le monde entier est certain que ça va revenir dans la minute et pas que ça va durer une demi-mi-temps. je parlais pas de Bein, je parlais de leur gars offrir le flux vidéo en stream. C'est ça que je voulais dire pour les chaînes. Bah, le problème, c'est qu'il y avait plus de signal pour personne. Donc là, pour le coup, donc voilà. Bien Mais là, content. tous, Là, tout en le monde fait, était dans la même galère. Hein. tous les Personne, diffuseurs ouais. ont tweeté pour dire non, c'est pas juste nous, c'est tout le monde. Voilà, personne n'avait d'image, absolument personne. Donc là, pour le coup, leur gars, rien. Enfin, je veux dire, c'est juste des effets météo. Alors je dis, je vois Guixon qui, après tout, il y a eu la même chose à l'Euro 2008, la demi-Turquie-Allemagne. Bon, ben voilà, oui, c'est. En effet. Voilà. Si c'est un problème, comme le dit Lookman, hein, c'est un problème satellitaire, tu peux rien faire. Point. Donc voilà, c'est comme ça, ça fait partie du truc. Bref, on va revenir sur le match. J'ai regardé le match, Francky. Hein, voilà. Bref, j'ai regardé le match que t'es bien content de ne pas avoir regardé. J'ai regardé d'un œil parce que je suivais surtout Algérie-Angola, mais j'ai regardé. Ouais. Tu sais, on aime se faire mal encore. Bref, on va revenir sur Sénégal-Gambie. Alors, ça va être difficile de tirer de vraies conclusions et tout. On a quand même la sensation que... On parlait par exemple hier de l'Iran qui avait envoyé un message en Asie. Bon, le Sénégal a envoyé un message. Hein. Oui, c'était une prestation très bien maîtrisée. Je ne sais pas si les dispos de Idrissa Gana Gueye et Pape Matar Sarr étaient assurés, mais Aliou Cissé fait le choix de mettre quand même un duo bien dynamique dans le milieu axial, c'est-à-dire le petit Lamine Camara du FC Metz et Pape Gueye de l'OM. Ils ont vraiment bien opéré dans cette zone-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et en particulier, c'est comme ça que le premier but arrive, c'est que quand le Sénégal avait le ballon, Ismail Jacobs et Crépin Diatta collent à leur ligne de touche et ont étiré le bloc au max. Et le trio de devant, c'est-à-dire Diallo, Ismail Assar et Sadio Mané, était très resserré. Et c'est un peu cette situation-là qui a favorisé le premier but. Et puis la remise de Sadio Mané, elle est nickel. Je trouve que malgré tout, le Sénégal s'est tout de même fait peur au début de deuxième mi-temps avec quasi la seule banderie que la Gambie arrive à caler avec Moussa Barro. Mais quand on voit l'activité de Lamine Camara et les 2 buts qu'il met en deuxième mi-temps, le dernier, c'est quand même dingue. Ouais. Bah, en fait, il y a beaucoup de similarités avec, en fait, en inspiration, en prise d'initiative. Je pense que des personnes voient de quoi je veux parler. Le but de Lamine Camara au stade Louis II en octobre, avec le FC Metz, il met une espèce de lob de l'espace. Le lob, là ouais. Oui. Ça, c'est le signe d'un joueur instinctif qui tente des trucs que lui seul voit. Et là, sa deuxième mi-temps, elle prend acte que ça va être une potentielle révélation. Et là où c'est fort, c'est qu'il est attendu, le gamin. Parce que tout le monde dit ça va être la pépite, ça va être le craquito. Enfin, tu vois, tu utilises le mot que tu as envie d'utiliser. Mais pour le coup, il répond dès le premier match, le gosse. Et puis, ça a été progressif parce que du coup, en équipe de jeunes, il a brillé. Enfin, il était plus ou moins programmé pour justement prendre le relais là-dessus. Et première titularisation démarrée par une prestation comme ça, c'est signe que le Sénégal a de la réserve. Le seul point noir au tableau, il faudrait voir la sériosité. Ismail Assar et Niakate sont sortis en étant un peu touchés. Il faut voir un peu la gravité. Mais pour le reste, la prestation était quand même bien maîtrisée. Et là, le Sénégal a effectivement, comme tu dis, envoyé un message. Ouais, envoyé un message. Ismail Assar un petit peu en dedans, hein, j'ai trouvé quand même dans le match. Un peu en dedans, mais moins d'imprécision. Ouais. Moins d'imprécision qu'avec l'OM. Complètement. Je pense que les Marseillais ont kiffé le match de Sarr et d'Ndiaye. Bah, c'est-à-dire que quand ils voient le décalage sur le deuxième but, ils se disent
Bah, Mais il pourquoi faut pas qu'il nous, nous quoi? les fasse. Bah ouais, il faut qu'il nous les fasse aussi. Parce que le décalage pour Lamine Camara sur le deuxième but, il est exactement dans le bon tempo, Ah, tout est dans parfait. la course. C'est vraiment bien exécuté. Mm. Là, c'était vraiment, on a vu une équipe bien rodée qui a maîtrisé son sujet. Après, l'autre aspect, c'est que, et on en parlait hier, mais désormais, plus personne ne se fera surprendre, je pense, par la Gambie, parce que la Mm. Gambie a été l'équipe surprise, en définitive, de la dernière édition. Elle a atteint l'écart. Maintenant, plus personne les prendra par-dessus la jambe. Et pour preuve, ils ont bien failli ne pas participer à cette CAN-là. Ils se qualifient dans les arrêts de jeu du dernier match contre le Congo, alors que le Congo avait la qualif dans les mains. Ils ne bénéficient plus d'un effet de surprise. Ils n'ont pas réussi à renouveler là les deux attaquants qu'ils ont mis qui étaient nouveaux. Le petit Minted Newcastle qui est prêté au Feyenoord, il n'a pas brillé. L'attaquant un peu plus expérimenté, Aliso, qui a fait 5 ou 6 clubs de série B, il n'a pas fait un match fameux. Et puis, ils ne surprennent plus personne. Ouais. Ils ne vont plus surprendre personne. Après, il faut voir ce qu'ils ont en face aussi. Hein. Oui, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Voilà, tout simplement. Ouais. Mais ce que disait le sélectionneur sur on va avoir du mal à rééditer ça, il ne le dit pas innocemment parce que c'est une manière de dire que peut-être qu'en 2022, il y en a 2 ou 3 qui nous ont pris par-dessus la jambe et on les a punis. Je ne suis pas sûr que ça se reproduise. Ouais. Non, ça c'est très fortement possible. Le rouge ne les a pas aidés, nous dit Al-Rami. Oui. Oui, le rouge ne les a pas aidés. Peut-être, on en parlait hier, dans quelle mesure le traumatisme du vol un peu chaotique. Voilà. Sachant que c'est pareil, on en parlait, tu le dis à l'instant, on en parlait hier, mais sachant que aussi, je faisais le parallèle entre guillemets avec l'Iran, mais le Sénégal s'est mis en mode Iran, hein. Ils ont envoyé des vagues d'entrée. Hein. Oui, et ça a tapé d'entrée d'ailleurs. Hein. Les confs de presse dégageaient une belle sérénité, et puis on sent une équipe qui est bien réglée. Ouais. Enfin bon, hein, je l'ai dit hier, hein, c'est mon favori, hein, le Sénégal. Donc bon, voilà quoi. Idem. Pour être tout à fait honnête, idem. Après, messieurs, si je peux rajouter quelque chose sur le Sénégal, on voit maintenant une vraie identité de jeu, ce qui n'était pas présent dans l'ancienne CAN ou qui la gagne d'ailleurs. Là, tu vois qu'il y a des combinaisons qui deviennent de plus en plus intéressantes et des connexions entre joueurs. Et j'aime beaucoup le premier but que Sadio Mané offre à Pape Gueye. Et on sent qu'une équipe, une cohésion d'équipe commence vraiment à se mettre en route. Et c'est ça qui va faire peur maintenant. Oui, les mouvements, exactement. Chacun sait ce qu'il a à faire. C'était peut-être moins le cas pour la mouture Sénégal 2019, celle qui perd contre l'Algérie en finale. Il y avait peut-être encore beaucoup plus d'initiatives individuelles. Et on a vu pas mal de sélections là depuis samedi en faire des initiatives individuelles. Oui. Là, c'est quand même un peu plus réfléchi et plus collectif. Oui. Et des choses qu'on pourra dire pour Lamine Camara. Ouais. Nico. Non, pas de souci. Mais voilà, et ça, c'est des choses qu'on pourra peut-être garder sur la côté collectif, sur la première mi-temps de l'Algérie. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, en tout cas, grosse impression, gros message envoyé par le Sénégal. Il est vrai, comme le dit le Todesto, la Gambie, c'est limité. Oui, c'est limité. Ils ont joué à 10. Après, le Sénégal s'est rendu le match facile. C'est aussi une qualité de savoir se rendre les matchs faciles. Il y en a qui n'y sont pas parvenus. On va l'évoquer parce que c'était juste après. C'était le Cameroun. Donc, Matt qui nous dit que vous n'avez pas vu le Maroc encore. Oui, mais je trouve que le Sénégal est plus équilibré, plus solide. Bien sûr, générale. Attendons de voir tout le monde. Mais attendons de voir tout le monde, évidemment. Et vous n'avez pas encore vu la Tunisie. Ils n'osent pas le dire, les deux, là. Mais attention. On navigue en eau trouble. Et quand non, vous nous verrez... dans ces cas-là, tu dis je travaille en sous-marin. Quand vous nous verrez, il sera trop tard. On navigue en eau trouble et quand vous nous verrez, il sera trop tard. Voilà, c'est ça. Bref, je le disais, message fort envoyé par le Sénégal, message aussi fort envoyé à l'autre étiqueté favori du groupe, enfin, sur le papier, normalement, ou traditionnellement, le Cameroun. Et quand je disais à l'instant, c'est aussi une qualité de savoir se rendre les matchs faciles, on va dire que c'est une qualité que le Cameroun n'a pas, hein, très clairement. Non, et puis moi, ce que j'ai trouvé
un peu chaotique et qui faisait que l'inquiétude, elle l'augmentait au fur et à mesure de la première mi-temps, c'est les gros plans sur le public et les gros plans sur Samuel Eto'o. À chaque mauvais choix et chaque erreur technique, on sentait qu'il y avait vraiment une fébrilité qui montait très très fort. Et L'agacement d'Eto assez rapide aussi, où il râlait systématiquement quand on le voyait dans les plans. ah bah oui, et puis ils communiquaient beaucoup, les joueurs, sur les gros plans qu'on voyait, mais une communication pas constructive. On voyait vraiment, c'est des replacements, des conseils, des, on va dire, des reproches de mauvais choix. Et puis, bon, c'est difficile de ne pas évoquer. En fait, à chaque fois, le Cameroun décalait soit vers Georges-Kevin Nkoudou, soit vers Magri. Et hormis une seule exception qui est le but, les centres, ils sont pas vraiment réussis. Il y en a pas. Je pense que c'est un doux euphémisme. Ils sont cataclysmiques, les centres. Et en plus, indépendamment d'être mal réalisés, à part le but, tu l'as dit, ils sont ultra prévisibles à chaque fois. Moi, Ouais, c'est stéréotypé. voilà, on va la donner, on va la donner sur. En plus, ça décale pas vite, donc ça crée pas de ça crée pas de décalage concrètement. Ça crée pas de surnombre sur un côté. C'est juste voilà, ça finit par arriver et on finit par un centre. L'impression de voir Bordeaux. Mais bon, mais C'était assez stéréotypé, assez prévisible. Oui. ouais, c'est ça. Et il y a surtout, moi ce que je trouve inquiétant avec cette équipe du Cameroun, c'est qu'elle est incapable de changer de rythme, en fait. Non, et pour le coup, pourtant, ils ont eu des opportunités. La Guinée a fait un peu le même coup que la Côte d'Ivoire sur certaines séquences, c'est faire un pressing ultra haut, ultra agressif. Bah, on va redire la même chose qu'on a dit samedi. Si tu as une équipe qui verticalise en 3 passes, tu élimines 6 mecs. Et là, bah, le but s'ouvre devant toi si tu t'y prends comme il faut. Et la Guinée a pris de gros risques. Alors, ça a payé parce que ça apporte l'ouverture du score de Bayo. Mais c'est des situations que le Cameroun aurait dû mieux exploiter, de voir la Guinée monter aussi haut et de manière aussi agressive, surtout en première mi-temps. Ouais, parce que ça jaillissait très très vite et en nombre, hein, surtout, hein, côté Guinée. Et mention spéciale pour le petit qui est prêté de l'Olympiakos, là, Agibou Camara. Incroyable. Ouais, c'est une pile. Incroyable. Il s'arrête jamais. Incroyable. Ouais. Oui, ça, lui, vraiment, il m'a impressionné. C'était plein régime tout le temps. C'est lui qui initiait le pressing, notamment sur le but. Celui-là, c'est une belle trouvaille. Enfin, une belle trouvaille. Je ne sais pas dans quelle mesure il a été intégré depuis longtemps, mais il fait On va belle voir. prestation. Ouais, c'est ça, belle prestation. On va voir s'il arrive à confirmer sur les matchs qui suivent. Mais c'est vrai que pour le coup, ça peut être une des belles révélations. Parce qu'alors, pour le coup, effectivement, sur ce match-là, voilà, donc le score, hein, vous le voyez, il est affiché. Vous avez probablement tous vu le match, un but partout. Malheureusement, le rouge est très le rouge change quand même, évitable. change beaucoup de choses. Bon, il y est, hein, il n'y a rien à dire. Hein, il y a carton rouge, hein, il n'y a rien à dire. Oui, mais une faute comme ça au milieu de terrain, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, il n'y a pas de. Bah après, c'est dommage, quoi. Ouais, en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est une maladresse absolue parce qu'il y va même pas pour tacler ou rien. C'est juste une vraie maladresse. Alors, il y a la fameuse question, je la vois, hein, Rudy, sur Moukoudi. Est-ce qu'il doit prendre rouge? Bah, difficile à dire. Hein. La question, c'est pas. C'est est-ce qu'il annihile une action? Est-ce qu'il annihile véritablement une action de but? Il n'est pas arrivé encore. Hein. Je sais plus sur qui il fait faute, mais il n'est pas arrivé, son adversaire. Hein. Donc, je sais pas. Je sais pas si ça doit être rouge pour Moukoudi, je sais pas. Mais même, tu vois, même à 11 contre 10, j'ai trouvé que ce Cameroun était. Enfin, voilà, ça accélère pas, il n'y a pas de rythme. Alors, il y a la chaleur, ça, c'est une évidence. Je sais pas combien il faisait à ce moment-là. Mais surtout quand tu sais que le match 2, c'est le Sénégal, ça peut te mettre un petit peu dans la sauce quand même, cette histoire. Hein. Après, oui, ils avaient l'air très soulagés sur l'égalisation. Je ne sais pas dans quelle mesure, si Vincent Aboubakar avait joué, je pense que c'était peut-être, ça allait un peu être doublon avec Toko Ekambi. Je pense qu'il y aurait eu l'un ou l'autre, ou alors il aurait mis Toko sur la droite à la place de Magri. Mais pour le coup, ceux qui n'ont pas vraiment gagné des points en dépit de l'action qui leur sauve le match, c'est Nkoudou et Magri. Il y a eu énormément d'imprécisions. Ouais,
complètement. Kemen aussi, hein, je pense qu'il n'a pas gagné beaucoup de points. Non. Oh, Et chaque gros plan sur Samuel Eto'o Ouais. doit rajouter de la fébrilité à tout le monde parce qu'il était hors de lui. Et tu te... Ouais, mais tu vois, si je faisais un parallèle entre Eto'o et l'imposant Eto'o et la pression qu'il parvient à mettre, parfois sans le vouloir, mais souvent en le voulant, sur sa sélection, je ferai le même parallèle avec Riquelme et Boca, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, on te fait toujours le plan sur le gars, qui est toujours très démonstratif, et qui donc forcément, tu sais, va se faire entendre. Donc voilà, en tout cas, bref. Non, mais c'est pas le même effet suivant si tu es président de Fédé ou si tu es joueur. Le Cameroun qui se qualifie pour la Coupe du Monde 2014, alors oui, en phase de poule, ça a mal tourné, mais tout le numéro de Samuel Eto'o pour le barrage, le salut militaire, la pression qu'il met sur ses coéquipiers, et puis Ah oui, effectivement, complètement. le barrage qu'il remporte contre la Tunisie, on prend 4-1 là-bas au match retour, il les a survoltés. Oui, mais c'est ça. Mais quand tu es joueur, je suis d'accord avec toi. Quand tu es joueur, c'est totalement différent. Parce qu'en plus, tu mets la pression, mais en plus, toi, tant que joueur sur le terrain, tu l'absorbes, cette pression. Tu la prends sur toi. Oui, Là, oui, mais c'est pas le même effet. Là, c'est un c'est peu, ça, oui. complètement. Ça a peut-être tendance, un peu pas les mettre dans de bonnes dispositions, et puis chaque mauvaise action qu'ils font rajoute de la fébrilité, peut-être. Ouais. En tout cas, prochain match, ce sera face au Sénégal, hein. Donc, bah voilà, hein, c'est gros rendez-vous. Ça sera vendredi à 18h. Voilà. Il y aura un Guinée-Gambie qui peut être très intéressant pour la Guinée, surtout, je pense, hein, parce que la Guinée a quand même montré des choses intéressantes. Tu l'as dit, ils savent qu'ils se feront pas piéger par la Gambie, et c'est surtout leur finale pour la qualif, concrètement, ce match. Et une revanche, si je dis pas de bêtises, de 2022. Parce que si je dis pas de bêtises, la Gambie sort la Guinée en 8e. Est-ce que je dis une bêtise ou pas? Possible. Est-ce que je raconte n'importe quoi? Non, tu as raison. Et ça, je pense que la Guinée, là, dans un coin de sa De tête, Moussa Barrow. sachant que le rendez-vous théorique, c'était la Guinée devait défier le Sénégal en quart de finale. Enfin, c'était entre guillemets déjà programmé. Et soudain, la Gambie est venue un peu chambouler ces plans-là. Alors attends, est-ce que c'était en groupe ou c'était en... Non, Ouais, c'est ça, c'était en huitième de finale, pardon. Ouais, c'était en J'étais 8e. en train de Celui-là, ils vont vérifier le à garder l'instant. dans un coin de leur tête. Ouais, c'était en huitième de finale, exactement. But de Moussa Barrow, d'ailleurs. Voilà, pour avoir... Et puis c'est toujours pareil, la théorie des 4 points. Toujours. Tu as 4 points, oui, tu as 4 points, tu as de très bonnes chances de passer. Là, la Guinée, elle va pas passer à côté de ça. C'est ça. Coach techniquement très limité pour moi, Rigobert Song, nous dit Rudy. Ouais, bah après, ouais, je pense que c'est toujours très compliqué de construire une équipe au Cameroun, hein, je pense. Mais après, alors il y avait énormément de vieilles connaissances de Ligue 1 et de Ligue 2 sur le terrain. Est-ce que il n'y a pas beaucoup de profils similaires et qui sont pas vraiment susceptibles de renverser un match ou de créer des déséquilibres? En fait, c'est ce qu'on disait pour le côté un peu stéréotypé. Peut-être que c'est aussi les joueurs qui veulent, enfin, le profil des joueurs qui commandent un peu ça involontairement. Ouais, peut-être. Après, je te dis, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est leur incapacité à changer de rythme dans un match, à jouer en ronronnant et en faisant toujours les mêmes circuits, quoi. Mais on a vu un peu la même chose avec l'Égypte en deuxième mi-temps contre le Mozambique. C'est vrai. La difficulté à changer de rythme. Ouais, c'est vrai. Mais c'est peut-être lié, aux conditions. Après, le problème, c'est que le Cameroun, c'était d'entrée de match, hein, qu'ils avaient du mal à changer de rythme. Donc bon. Bref, voilà, un but partout entre le Cameroun et la Guinée. Voilà, hein, dans ce groupe, bon, on savait que le Sénégal était favori, puisqu'on vous a dit c'est notre favori à nous. Donc voilà. Attention donc au Cameroun, hein, attention. Ça va être compliqué le match 2, mais quoique, remarque, ouais, c'est pareil, ils vont se battre pour aller chercher les 4 points, hein, concrètement. Exactement. Mais là, si tu as une victime expiatoire et que tout le monde ramasse ses 4 points, mais après, si on dit ça pour chaque groupe, oui, il va y avoir tout le monde à 4 points. Un arnaqué dans l'histoire. C'est ça. Ça va se jouer, ouais. Voilà. En tout cas, on verra, tu le disais tout à l'heure, hein, par rapport à Aboubacar, voilà, à quel point son absence pèse ou a pesé sur ce match. On ne pourra pas le savoir. En tout cas, Toko Ekambi avant-centre, c'est pas une idée, hein, quand même. Hein.
Bah, c'est surtout, c'est difficile de juger pour le nombre de. Ah, il n'a pas eu un ballon. Hein. Oui, voilà. Moi, je reviens toujours Après, l'exemple qui me revient le plus à l'esprit sur le côté si tu fais pas arriver le ballon à l'avant-centre, tu peux rien faire. Il y avait une année où l'équipe de France, elle perd en Écosse. C'était Trezeguet qui était en pointe. Il touche 7 fois le ballon en 90 minutes. Pour un attaquant, c'est long, quoi. Enfin, tu vois passer des fusées éclairantes. ça, je suis complètement d'accord. Après, tu vois, toi. par exemple, quand tu essayes d'arroser de centre, que tu as Trezeguet dans la surface, tu dis qu'il va la toucher, la balle. Franchement, arroser de centre pour le jeu aérien de Toko Ekambi, Non, mais si c'est des trucs un peu rasants et qui vient en première intention, c'est aussi ça. certes. Mais alors là, dans ces cas-là, tu vois, Toko Ekambi, normalement, c'est quelqu'un qui joue sur la profondeur et sur sa vitesse. Il a non plus jamais été cherché dans la profondeur. Il a jamais fait le moindre appel dans ce sens-là. Parce que tu vois, il y a aussi de ça aussi quand tu touches pas l'avant-centre. Alors il y a la maladresse des centreurs là, elle est criante aujourd'hui. Mais Toko Ekambi, c'est quand même bien caché tout le match. Hein. Bah, ça veut dire qu'il manque du liant au milieu. Voilà. Dans l'axe. Surtout. Ouais. Voilà. Bref, c'était le deuxième match du jour, le Cameroun-Guinée. Et puis on attendait forcément l'entrée en lice de l'Algérie parce que il y a beaucoup de choses à essayer de. Je ne sais pas si on doit dire de se faire pardonner pour l'Algérie. Je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Si, on peut peut-être le dire ainsi. Hein. Essayer de se faire pardonner. Et alors l'Algérie ce soir, on a eu Dr Jekyll et Mr Hyde, hein. Parce que ce qu'on disait sur le Sénégal sur les automatismes, la complémentarité de chacun, la variété dans la façon de jouer, l'équilibre général. Je crois que c'est Guillou hein, qui commentait sur Bein, qui disait en première mi-temps, on a l'impression que l'Algérie c'est un club, tellement les mecs sont rodés et savent jouer ensemble. Et c'était ça, mais alors par contre la deuxième mi-temps, c'était pas la même équipe. En fait, il y a aussi un aspect, c'est que. Alors oui, il y avait des bons enchaînements qui avaient l'air vraiment fluides en première mi-temps, mais d'un point de vue individuel, on avait retrouvé le côté vraiment talentueux et instinctif que Belaïli et Bounedjah peuvent avoir. Ouais. Là, je pense que les amoureux de l'Étoile du Sahel et de l'Espérance de Tunis ont dû voir avec une certaine nostalgie, chacun des deux respectivement, briller dans la prise de profondeur, dans ce goût du duel et l'envie de faire mal à chaque frappe. C'était le Bounedjah de 2015 qu'on a vu. Son but est magnifique, son retourné est exceptionnel. Bah justement, c'est ça, c'est avec ça que je vous saoule sur le chat depuis tout à l'heure. Je vous ai retrouvé le but qui met sa première saison. Ah, c'est ce que tu m'as envoyé en privé? Voilà, c'est ça. Bah alors attends, je vais le mettre. De grandes similarités entre le but qui met avec cet enchaînement poitrine et reprise avec celui qui met avec l'Étoile du Sahel lors de sa première saison. Je vais le poser dans les deux chats parce qu'on est sur ouais, parce que celui-là, je vous le conseille. Donc, je vais le poser. Je vous le conseille parce que ça, c'était vraiment un but de dingo. Et il y a beaucoup de similarités entre cet enchaînement qu'il fait là aujourd'hui et ce but-là. Et ça montre ce côté un peu instinctif. C'est valable pour Belaïli aussi, qui est un peu ressuscité avec le Mouloudia cette année. L'action juste avant la mi-temps où il y a cette sollicitation talonnade, puis cette frappe enroulée qui passe juste à côté, c'est typiquement ce genre d'enchaînement dont il est capable quand il est en confiance et quand il est dans un contexte favorable. Mais effectivement, le souci, c'est que tout ça a un peu disparu en deuxième mi-temps et l'Algérie s'est un peu embourbée et l'Angola s'est enhardi. Et on a eu, comme d'hab, ce qu'on voit trop souvent, ce genre de pénaux concédés bêtement, ou sur un centre, un défenseur veut mettre un dégagement de l'espace. C'est vraiment les pénaux du 21e siècle, ça. Oui, il veut mettre un dégagement, une préparation de lanceur de javelot, et l'autre, il vient juste se mettre en opposition. Il vient juste mettre sa jambe. Oui, c'est tout, et c'est suffisant, c'est dommage. Mais après, bon, c'est pas, il y a rien de scandaleux sur le penalty et tout. Les gens le savent. C'est systématiquement penalty quand il y a ça. C'est incontestable. Il m'a fait beaucoup rire quand même, hein, le Bafé Gomis angolais. Voilà, avec son transversal rentre. D'ailleurs, Nico et Farouk, j'ai une question par rapport au penalty. On a vu que il y avait un penalty qui a été refusé dernièrement parce que de Lefebvre d'ailleurs. Non, le coup franc.
Le coup franc, oui, exactement. Mais je crois que c'est valable pour le penalty aussi, parce que c'est Oui, un mais coup elle est de pied rentrée. arrêté. En fait, la balle est rentrée. Voilà, voilà. C'est parce que enfin, moi j'avais un doute comme quoi la balle n'était peut-être pas Ah, rentrée et je vois si qu'il la y a balle marqué n'entre derrière. pas, il n'y a pas but. Hein. Exactement, Ah voilà, oui, c'est ça complètement. que il y a eu, enfin, de ma part, j'ai eu un doute sur Ouais, non, non, la non. validité du but. Ah, Mais si la balle n'entre pas, il n'y a pas but. Voilà, ouais, tout simplement. donc, Sachant qu'en plus, mmh, il grille la priorité à son coéquipier qui pouvait le mettre tranquille. exactement, Mais c'est ça. Ouais, mais dans voilà. le feu de l'action, Bah oui, ou forcément, même si, forcément. même si effectivement, tu n'as pas le réflexe de te dire je n'ai pas le droit de la prendre, plus ou moins, je pense que dans le feu de l'action, même avec des années de Ouais, tu manques de professionnalisme, lucidité, quoi. Oui, oui, tu manques de lucidité, tu vois oui, le bien ballon, sûr. tu fonces, et puis Ouais. tu es encore dans Mmh. le côté, j'ai loupé mon péno. La, Mmh. la- C'est compréhensible. la course sur le penalty, je suis mort, nous dit Frankie The Beef. C'est vrai qu'il y a la règle normalement, course de merde, penalty raté. D'ailleurs, ça a failli être raté. Moi, ce qui m'a fait le plus rire, je sais pas si c'était adressé au gardien parce qu'il y a un gros plan sur son visage avant qu'il frappe et il fait des signes. Hein, je sais pas à qui, ou est-ce qu'il se les fait à lui-même. Mais bon, c'était assez Mais il y a rigolo. eu, Mais je pense qu'au moment des changements, parce qu'il y a Slimani qui rentre avant, on a un gros plan sur l'arbitre qui redemande au gardien de bien respecter. En fait, il a insisté beaucoup là-dessus, avant le péno, Ce que je sais, c'est que ça a été extrêmement long. Je trouve ça incroyable qu'on autorise à faire les changements avant que le tireur ne tire le penalty. Je trouve ça incroyable. On sait très bien que plus le temps d'attente est long, plus ça va être compliqué pour le tireur. C'est D'ailleurs incompréhensible d'autoriser le d'ailleurs, changement avant que le mec tire. mmh, d'ailleurs, Nico, tu sais que, je sais pas si tu le sais, mais je pense que tu le sais, un tireur de penalty a 11 secondes pour tirer. Ouais, bah là, il a C'est long. eu 10 minutes. Là. Là, voilà, non, Enfin, non, mais j'exagère, mais. à partir du moment où l'arbitre va siffler, Hmm. le penalty et va siffler le fait que le joueur doit tirer, il a 11 secondes pour toucher le ballon. Ah oui, d'accord, entre le Et tir et la c'est transformation. Ouais, ok. exactement, voilà, c'est ça. Mais La course d'élan, etc. là, ce qui a été incroyablement long, c'est vraiment l'attente avant qu'on lui donne l'autorisation d'aller tirer. Donc Mmh. voilà. La main à la fin, je sais pas. Il y a... Ils sont pas trop arrêtés dessus. Ouais, ils sont pas Ouais, trop arrêtés dessus, mais il y a comme quelque le dit chose. les Todesto Soccer, on n'a pas vu beaucoup de ralentis sur la main. Hein. Non, et puis ils sont passés rapidement là-dessus. Je crois qu'on revoit le ralenti. On voit un ralenti, il me 2 fois. semble, Ouais, et ouais. quand l'image revient, ça joue direct. Ouais. Donc voilà. Après, il y avait des signes avant-quoi à la fin de la première mi-temps que l'Angola commençait à sortir. La défense centrale de l'Algérie, elle était un peu en retard sur les appels en profondeur. Il y a un long ballon sur lequel Ben Sebaini, il est un peu en retard et on voit un peu un temps de réaction qui est un peu en deçà de ce qu'il faut. Donc il y avait déjà des signes et je pense que l'Angola est revenu. En fait, on retrouve beaucoup de similarités avec ce que des équipes qui n'étaient pas favorites sur le papier là depuis samedi. Le mood au retour des vestiaires, il est complètement focus. Il y a un Ouais. gros côté Mozambique hein, dans ce que fait Il y a un l'Angola. côté Mozambique. Ouais. Ils reviennent en disant bon, on va jouer crânement notre chance. On est mené, on était programmé pour. Rien à perdre. Chose qu'on ne voyait pas sur beaucoup de cannes. C'est vrai, c'est vrai. Et par contre, bon, alors il y a cet aspect-là sur le côté. Je pense que c'est lié aussi au fait que quand tu entres après la première mi-temps que tu as pris, parce que franchement, l'Angola prend quand même un sacré bouillon en première période. De manière générale, il n'y a que 1-0. Donc t'es pas mort concrètement. Donc, Oui, c'est donc c'est tu ce sais que t'es côté pas mort. Et incapacité à tuer un match. voilà. Le truc, c'est. Je sais pas comment on peut expliquer à quel point ça décroche comme cela pour l'Algérie. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est les deux? Parce que je sais que par exemple sur Bein, il parlait des fantômes d'autrefois. Enfin, machin. Enfin, des fantômes, ça va 2 minutes quand même. C'est peut-être aussi une incapacité à répéter dans la durée l'intensité qu'il y a eu en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, ce qu'on retrouvait bien dans l'Algérie qu'on n'avait pas vu à la CAN 2021, c'est le côté intensité et impact. Là, ce qu'on voit en première mi-temps dans les courses, dans les enchaînements, dans l'agressivité, là, pareil, c'est peut-être compliqué de maintenir ça.
Mais dans ces cas-là, ça Sur veut un dire candidat. que le problème, ça veut dire que le problème de cette équipe-là, c'est qu'elle ne sait pas gérer. Oui, mais je pense aussi qu'il va aussi rentrer en compte le rythme qu'a chacun en club. Et ça, c'est difficile même quand on fait un stage, qu'on ne se Ouais. trompe pas sur le stage, le bon endroit, la bonne humidité, la bonne chaleur. Est-ce que tu tues les mecs pour, Hmm. pour qu'ils soient opérationnels à partir des huitièmes? Est-ce que tu allèges? C'est aussi, si tu récupères des gars qui ont 300 minutes ou 1200 minutes de temps de jeu depuis août, ça n'a pas le même impact, et puis tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est pas spécifique à l'Algérie, mais tout Oui, le oui, c'est monde n'est valable pas pour tout logé le à la monde, on est même d'accord. enseigne là-dessus. Et ça, tu peux pas le rattraper, même avec un stage de 10-12 jours. Si Encore plus après personne. les fêtes. Ouais. Bah, c'est-à-dire que typiquement, et je parle en particulier pour les championnats locaux en Afrique du Nord, il y a eu des matchs jusqu'à pendant le début des stages. D'ailleurs, notamment l'Égypte, elle perd 2 joueurs juste avant le début du stage parce qu'il y a encore des matchs de Supercoupe. Ils les jouent et ils se blessent. Il y avait une grosse polémique pour que Belaïli joue le derby d'Alger juste avant le départ, où il disait est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée qu'il ait été libéré, etc. Mais c'est difficile de pouvoir gérer ça quand jusqu'à fin décembre, début janvier, tu as encore des matchs. Ouais, donc, Les ligues locales et les clubs sont dans un autre logique. Ah, Nous, c'est les ça. joueurs, ils jouent. Enfin, sélection, pas sélection, ok, mais nous, nos joueurs, on en a besoin, quoi. Ça repose la question traditionnelle à chaque fois qu'on a des compétitions de sélection, hein, de l'ingérence des clubs dans la préparation pour une sélection. Mais c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant quand même sur un premier match de les voir décrocher comme ça, parce que franchement, la première mi-temps, c'est bon, on se dit waouh, l'Algérie, attention, on les a retrouvés quoi. Enfin, on a retrouvé, l'équipe était magnifique. Première mi-temps, c'était magnifique ce que faisait l'Algérie. Mais bon, Après, si on le problème de accepte. l'Algérie, je te coupe 2 secondes. Le problème de Ouais. l'Algérie, c'est que le prochain match c'est le Burkina et c'est à 15h. Oui, et le Burkina, moi j'ai en souvenir dans la tête les 2 quarts de finale Burkina-Tunisie de 2017 et 2022, où à chaque fois le différentiel sur le plan physique et sur la répétition des efforts est vraiment en faveur du Burkina. Eux, les conditions, ça leur pose pas de problème C'est et ça. ils répètent les efforts, donc ça peut poser problème. Ça peut. Farouk, tu peux dire que c'est notre bête noire, hein, c'est tout. C'est tout. Bah, Sans jeu de mots, bien sûr. honnêtement, les 2 quarts de 2017 et de janvier 2022, dans les 2 cas, à partir de l'heure de jeu, ils nous rendent les choses très compliquées physiquement. Très compliquées Bien physiquement. sûr. Moi, c'est ce qui m'avait vraiment marqué les 2 fois. Pas un cadeau pour l'Algérie et le Burkina, je vous le dis. Justement, c'est alors est-ce que, et on conclura là-dessus, est-ce que en regardant un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, on tire pas les conclusions définitives, mais c'est vrai qu'on a l'impression que et tu vois, tu parles de physique et tout, on a quand même l'impression aussi que physiquement l'Angola finit beaucoup mieux. Est-ce que ce problème qui peut-être est physique pour l'Algérie n'est pas finalement inquiétant dans l'optique du deuxième match? Alors le Burkina joue demain contre la Mauritanie, hein, c'est ça, hein, je vais vérifier pour pas dire de Ouais, à bêtises. début d'après-midi. Demain 15h, heure de chez nous. Ça fait 14h là-bas, je crois, hein. Je crois qu'il y a, il y a une heure de décalage, ouais, c'est ça. Donc le Burkina, voilà. Est-ce qu'on doit être inquiet pour l'Algérie? Ça aurait été inquiétant si ça avait été la seule sélection qu'on voit un peu ne pas être constante sur un match. Mais comme on a vu d'autres sélections un peu ployées comme ça dans le rythme ou l'incapacité à accélérer ou à maintenir une haute intensité, s'il le joue différemment, il n'est pas interdit de penser que face au Burkina, qui est tout de même sur les 5 dernières éditions a été demi-finaliste 3 fois, tu peux le jouer comme si tu es outsider et les attendre. Tu crois que l'Algérie peut attendre? Tu as les joueurs pour bien jouer en transition. Qu'est-ce qui t'interdirait de laisser le ballon au Burkina et de les forcer à faire le jeu?
Oui, je sais pas. Ton ADN? Bah, t'as les joueurs qu'il faut pour faire de la transition. Et les circonstances font que tu joues contre une équipe sérieuse en début d'après-midi. C'est pas interdit de se dire que tu peux la jouer prudent Oui. pour pas être dépassé par le rythme et pas te retrouver dans le même cas de figure où à l'heure de jeu tu commences à suffoquer. Alors c'est aussi à ça peut-être que servira ce match dans les enseignements, hein, justement dans la gestion du physique. On peut dire deux mots, hein, effectivement, comme le dit Leto Desto, de l'Angola, hein, qui, on le disait un petit peu dans l'esprit de la Mauritanie, ok, a pris des vagues en première période, mais sérénité en fait. Je trouve que c'est le mot qu'on doit utiliser. Tu vois, c'est le mot qu'on utilisait un petit peu pour le Mozambique l'autre jour. C'est voilà, c'est bon, il n'y a pas de panique à bord, il gère, et puis petit à petit, il te retourne, il commence à inverser le rapport de force. Alors, je pense que c'est pas l'équipe la plus dangereuse, hein, de la compétition, mais avec leur force, ils arrivent, enfin avec leur force, leur qualité, c'est le mot que je cherchais, ils arrivent à faire vaciller l'Algérie quand même. Oui, mais après, il y a peut-être des attentes moindres qui font que cette sérénité, tu l'as automatiquement. Le Mozambique, il ne s'était pas pointé à la CAN depuis 2010, donc tout était potentiellement du bonus. L'Angola, depuis la sienne qu'il a organisée, ça devait être en 2008, je crois, n'avait pas vraiment brillé, avait enchaîné beaucoup de générations qui n'étaient pas aussi talentueuses et efficaces qu'à l'époque où ils avaient Flavio Amado et Gilberto. Le duo qui jouait à Lali, qui étaient un peu les joueurs les plus impactants que l'Angola a eu. Au bout d'un moment, si tu ne brilles pas nécessairement sur plusieurs éditions et que là tu reviens, tu prends plutôt du plaisir à être là et c'est plus facile de se dire à 1-0, Ouais, et puis je joue ma carte à fond que et puis tu es dans une étape de construction, hein, tu l'as dit, l'Angola, et surtout avec ce sélectionneur il a commencé chez les jeunes, je crois. Il a construit patiemment son équipe, en fait, hein, concrètement. Donc on est dans de la construction, et donc c'est une étape supplémentaire de sa construction. 2010, nous dit Al-Rami pour l'Angola chez lui. Ah oui, c'était 2010, pas 2008. Je me demande si c'est pas la première Coupe d'Afrique qu'on avait fait sur lucarne opposée. C'est probable, même 2010, c'est même certain. Surtout que la CAN à 24, où la majorité des équipes se qualifient pour le second tour, jouer safe est une meilleure option que de tout risquer pour potentiellement perdre et sortir trop tôt. Oui, c'est vrai, ça c'est le format, on en a déjà suffisamment parlé. 24 avec 16 équipes. Nico, à force de dire la théorie des 4 points, on va se retrouver. Alors, et on en parlera juste après avec l'Asie, parce qu'on s'est fait la réflexion, on en parlait ce midi avec Baptiste notamment. En fait, par exemple, en Asie, en 2019, il n'y a qu'une seule équipe qui avait 4 points dans les meilleurs troisièmes. Tous les autres avaient 3 points. Voilà. Ah ouais, c'est curieux. Et le pire de tous, entre guillemets, le plus mauvais des troisièmes, à l'époque, en 2019, c'était la Palestine, ils avaient 2 points. Tous les autres avaient 3 points. Et ça s'était joué au carton, au nombre de cartons reçus. Ah oui. Pour certains. Donc tu vois, les 4 points, c'est même pas forcément obligatoire si tu veux passer. Ça dépend des autres aussi, et ça dépend des groupes s'il y a des équipes qui finissent par survoler en fait. Si tu te prends les 2 défaites face au gros dans les 2 cas, derrière le troisième il a forcément 3 points, et encore pas forcément, mais il peut avoir qu'un point quoi. Portugal 2016, 3 matchs nuls. C'est ça. Puis, c'est ça. Après, donc, ils ont été impossibles à sortir. C'est ça, mais c'est voilà, en 2021 à la CAN, 2 équipes à 4 points, 2 équipes seulement. Voilà, tu vois, donc 3 points, ça peut suffire. Voilà, donc oui, il faudra en parler à nos grands. Mais bon, on en a déjà parlé hier, on en parle un peu fréquemment, un peu souvent. On va remettre une petite couche chaque soir. Hein. On remettra une couche. Ouais, mais malheureusement, on n'y changera rien. On sait très bien que voilà, c'est comme ça. Le problème, on va le répéter, mais le problème, c'est pas qu'il soit 24, c'est le fait que ce soit l'école des fans, que quasiment tout le monde se qualifie. Donc pour les tours à élimination directe. Dans ces cas-là, faisons des tours à élimination directe dès le départ, et puis on n'en parle plus. Hein. Bon, c'est les diffuseurs qui vont râler parce qu'il y aura moins de matchs. Ça fait pas assez de matchs. Oui, ça fera pas assez de matchs. Petit coup d'œil sur le programme de demain. Burkina Faso, Mauritanie, 15h, on l'a dit. Ensuite, il y aura le match du stress pour Farouk et Letko, puisque ça sera Tunisie, Namibie. D'une sérénité totale.
est serein. Sérénité totale. J'allais vous demander dans quel état vous êtes. Donc, sérénité totale. Un peu peur de la Namibie ou quand même, faut pas abuser? Ou plus peur de la Tunisie, en fait? Non, mais pour le coup, là, vu la construction du groupe, tu peux pas... T'as pas le droit à l'erreur demain. Tu sais que tu as un historique de matchs très serré avec le Mali. D'ailleurs, la Tunisie-Mali, c'est ce samedi à 21h. Tu peux pas aborder ce match-là si tu n'as pas fait le plein. Là, pour le coup, c'est difficile d'avoir des ambitions pour la suite si tu gagnes pas le match de demain. Donc, le roi, si tu perds contre la Namibie, je vais pas te lâcher, te dit Lookman. Eh ben, Al-Rami, pas au bureau. Al-Rami, normalement, c'est grave. Al-Rami nous dit normalement ça finit à 1-1. Eh bien, nous en discuterons à 23h02 demain. Exactement. Et Walid a plus peur de la Tunisie, toujours. Est-ce que Walid, tu serais pas tunisien toi aussi? Parce que voilà, c'est ma théorie, les Tunisiens sont anxieux. Non, mais normalement, c'est en campagne de qualification. Historiquement, qu'il y a des matchs un peu compliqués, mais quand on affronte une équipe présumée moins forte en phase finale, normalement, le boulot est fait proprement. Voilà. En tout cas, voilà, c'est le rendez-vous de 18h, Tunisie-Namibie, et 21h, l'autre match du groupe entre le Mali et l'Afrique du Sud. J'ai toujours un petit peu tendance à dire attention au Mali, oui, toujours, hein, parce qu'on avait vu ce que c'est donné ces dernières années chez les jeunes, parce que c'est toujours très intéressant quand même, le Mali, ces dernières années. Il y a toujours eu, mais en fait, quand on regarde l'historique un petit peu plus près récent, il y a toujours une difficulté à passer un cap. C'est ça, il y a toujours, tu as la sensation qu'il y a ce petit plafond de verre, pour l'instant, ils n'arrivent pas à le briser. Et face à eux, l'Afrique du Sud, on ne sait pas trop sur quel pied danser encore. Hein. C'est un peu comme le Ghana, à toute proportion gardée. Hein. Non, et dans la mesure où, depuis des années, l'Afrique du Sud avait un petit peu disparu de la hiérarchie et il n'est pas très fréquent de voir, hormis les Sundowns qui sont toujours constants en compétition africaine, c'est difficile un peu de lire leur capacité. Là, plus un derby contre le voisin, il va falloir se méfier quand même. Ouais, exactement. Et ce sera donc le match de 21h. Je sais pas s'il y a toujours Kermit Erasmus. Est-ce que Kermit Erasmus est toujours là? Je pense pas. Il faut que je vérifie. Je vérifie rapidement, je vais te dire. Non, je ne le vois pas dans le groupe. Ça pour le coup, parce que... Non. J'avais dans mon souvenir... Ah, il y a Percy Tau qui... Toujours. Qui marche pas trop mal à la Ligue. Ouais. C'était une greffe qui n'était pas habituelle parce que en général, c'était rarissime que des joueurs sud-africains aillent jouer en Afrique du Nord. Mais lui avait les qualités pour se faire une place. L'Afrique du Sud finit 3e du groupe en battant la Namibie 1-0 et élimine le pays hôte en 8e de finale. #Égypte 2019, nous dit Al-Rami. Voilà, les paris sont lancés. On verra cela demain. On verra cela demain 21h donc pour le retour de l'Afrique du Sud face au Mali. Voilà pour la page africaine. Salut à Ibra qui arrive au moment où on termine sur l'Afrique. J'espère que tu vas bien toi aussi. Oui, ça va ici. On va passer à l'Asie donc. On va remercier Farouk qui va aller au dodo, je pense. Parce qu'à son grand âge, il faut dormir. Et oui. Et puis il va avoir du mal à trouver le sommeil et tout, voilà, l'anxiété. Bref. Exactement. Là, il faut déjà que je commence à stocker de la mauvaise foi pour demain 23h02. Il faut que tu te prépares. Non, ça devrait aller quand même, ça devrait aller. Allez. J'espère que je te déclenche pas l'effet Hello de l'espace. Putain, s'il y a victoire de la Namibie, je suis mort demain. Bref, allez, à demain Farouk. À demain. À demain. Allez, on va passer à l'Asie. Est-ce que tu m'entends, Baptiste? Je t'entends. Est-ce que vous entendez Baptiste? Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais faire un truc. On entend Baptiste en tout cas. Ouais, moi aussi je l'entends, mais je sais pas si le chat l'entend. Alors, je vais juste faire un truc. Tout simple. Apparemment, Xion, il dit que oui, il l'entend. Hein. On l'entend, très bien. Xixon, pardon. Xixon.
Alors c'est très bien, parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai un espèce d'égaliseur sous les yeux pour régler les volumes sonores si jamais ça va pas, et je ne l'ai pas qui s'affiche pour Baptiste, donc j'avais cette crainte-là. Bref, Baptiste est là, ça va insulter des mamans? Non, tu vas voir, ça va pas insulter des mamans. On va revenir sur la partie asiatique, pareil, on va y aller, on va pouvoir insulter Klinsmann maintenant. Bah arrêtez, oh. T'as vu Baptiste la réputation que tu as? Bah, et j'ai pas besoin de le faire, ça le fait très bien actuellement en Corée. Donc, je vais le laisser le soin de le faire. Eh bien, justement, on va y aller dans l'ordre. On va commencer par ce match de la Corée du Sud face au Bahreïn. Match que l'on a vécu ensemble. Si vous étiez avec nous sur les coups de midi et demi, enfin pas sur les coups, à midi et demi. Puisque c'était le premier match de la journée en Asie, l'entrée en lice de la Corée du Sud. Alors c'était important parce qu'on le disait, on l'a dit beaucoup hier, avec le message assez fort envoyé par l'Iran à toute l'Asie. On attend de voir comment les autres prétendants vont répondre justement à ce message. Je ne suis pas convaincu que la réponse coréenne inquiète beaucoup l'Iran. On en dit quoi de cette réponse coréenne, Baptiste, en Corée du Sud? Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a 3 sujets actuellement en Corée après ce match-là. Le premier sujet, il concerne notre cher ami Monsieur Manning, donc l'arbitre du match, qui, je pense, va pas passer de bonnes vacances en Corée si un jour il y va. L'autre sujet, c'est Lee Ki-jae, bien évidemment, surnommé le fils de Klinsmann. Voilà. Donc, il l'appelle le fils de Klinsmann. Et le troisième sujet, c'est bien évidemment Lee Kang-in, qui a sauvé le pays et qui a porté l'équipe en fait sur ses épaules, notamment en deuxième période. Alors, messieurs dans le chat, on a vu plein de filles. On se souvient encore des filles dans les tribunes. On parlera pas des filles. On va épargner Baptiste. Je ne dis plus rien. Voilà, Baptiste ne dira plus rien sur les filles qu'on a vues en tribune. Alors, tu vois, comme tu diras plus rien, on peut faire un truc. On peut faire un truc tout simple. Après, on reviendra sur la Corée. On va parler des filles. Ok, je vois que vous êtes... voilà, il est quoi? Il est minuit 11, vous êtes chaud. Quelqu'un les a vues de près? Letco, l'expérience avec... Alors, on ne t'a pas vu. Jean-Michel, réalisateur, ne nous a jamais montré. Voilà, juste ce que c'est aussi ce qu'on se disait en off et c'est aussi ce qu'on a dit pendant le live, mais on va le répéter un petit peu pendant l'émission. La colonie coréenne est quand même très féminine. Oui, ça c'est vrai. Ouais, beaucoup de femmes très investies dans l'amour de leur équipe nationale. Très peu d'hommes. Bon, quelques hommes, mais les seules personnes qui entonnaient des chants, les chants que Baptiste connaît très bien et que voilà, tous ceux qui suivent la K-League ou la Corée du Sud étaient entonnés dans le stade. Voilà, donc non, mais après il n'y a pas eu trop de soucis. Bon, il y a eu un souci que bon, je pense pas que ce serait intéressant d'en parler dans le live. Voilà, mais sinon globalement voilà, grosse chaleur par contre, surtout au début du match. Après deuxième mi-temps, la chaleur commençait à devenir un peu plus supportable pour nous surtout, parce que moi j'étais en plein cagnard. Heureusement j'ai prévu la casquette et tout ce qu'il fallait pour être bien. Mais je rejoins Baptiste sur l'analyse du match. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est que la Corée du Sud a été sauvée par Lee Kang-in sur ton deuxième mi-temps. C'est l'effet Letco parce qu'il était dans mon côté. C'est vrai. J'ai vu toutes les actions. Par contre, c'est impressionnant. Vu de la télé, je sais pas comment vous le voyez, mais quand vous le voyez de près, ça va très très vite les enchaînements. Le crochet du droit plus l'intérieur du pied gauche sur le troisième but, ça va très vite. C'est un enchaînement extrêmement rapide, mais ça va trop vite. Ça va extrêmement vite. C'est impressionnant. Donc oui, voilà. Donc de ce que j'ai noté moi du match, c'est plutôt voilà les supportrices plus un petit coup de soleil de ma part, voilà. Et voilà, un petit coup de soleil. Côté du Bahreïn, je pense qu'on va parler un tout petit peu de cette équipe qui a essayé de faire avec les moyens du bord et un certain Ali Madan a bien posé des problèmes à la défense de la Corée du Sud et surtout dans le côté gauche, comme l'a très bien dit Baptiste. Justement, c'est ça. Et je pense que c'est ça aussi, Baptiste, qui a été mis en évidence quand tu parlais de Lee Ki-jae, qui est le fils de Klinsmann. Lee Ki-jae a été en souffrance absolue devant Ali Madan. Il a été. Tout le couloir gauche, en fait.
tout le couloir gauche, en fait. C'est que forcément, quand tu mets un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer sur le côté gauche, qui est DJ Song, qui est plutôt avec Mayence, et quand même quand on l'a connu à John Bull, qui était plutôt un joueur d'axe, et qu'en plus de ça, tu mets Likijé, qui n'a été loin d'être très, très bon avec Suwon, et qui a même perdu sa place, et qui n'a pas joué depuis le mois d'octobre, C'est ça. avec les Blue Wings qui ont fini dernier, donc c'est-à-dire que le mec ne jouait plus avec une équipe qui a fini dernier de son championnat. C'est sûr que tu pouvais pas y aller, tu pouvais pas faire quelque chose de positif. Et Baptiste, excuse-moi de te couper, mais est-ce qu'il y a vraiment une raison pourquoi ce joueur est titulaire avec une équipe qui est descendue? Parce que moi, je suis un supporter des Blue Wings. Comment il a pu être titulaire pour une équipe qui est descendue en K-League 2? bah, C'est ça que je me pose comme question. Likijé a quand même connu de bonnes saisons avec les Blue Wings. Encore une fois, l'année dernière, il était un des meilleurs perceurs du championnat. Donc, il alimentait très D'accord. bien Ok. les attaquants sur des centres. Il était bon, sauf que cette année, c'est pas la sienne. Clairement, il est passé complètement à côté. Et par contre, il a toujours eu une très bonne cote auprès des entraîneurs, des sélectionneurs. Mais voilà, cette année, il n'a pas été bon. Clairement, il n'a pas été. Euh, et il a perdu sa place de titulaire. Après, quand on voit les Blue Wings, ça fait peur. Donc, si tu perds ta C'est place clair. là, c'est Ah, incompréhensible ouais, qu'il soit appelé avec la sélection. parce qu'en fait, c'est ça le souci. Le souci, c'est pas de remettre en question il y a un manque potentiel de talent de Likijé. Non, on le sait, et Baptiste l'a très bien dit. Le fait est qu'il y a aussi une question de dynamique. C'est-à-dire que Klinsmann titularise en sélection un garçon qui ne joue plus chez le dernier du championnat parce que dans sa dynamique, il sort d'une saison Mhm. complètement ratée. Ça arrive de rater des saisons. Bien Mais sûr. en fait, il a sombré avec les Blue Wings et il a encore plus sombré au point qu'il ne jouait plus et il se retrouve titulaire international. C'est un mec qui ne joue plus chez le dernier du championnat. C'est Mm. incroyable. Tu te dis que quand ils vont se prendre les avions iraniens ou les japonais, ça peut piquer quand même si Oui, tu non, as mais Likijé. après, il faut aussi mettre en lumière qu'il n'aurait pas dû être titulaire. C'est que Kim Jin-soo, aujourd'hui, qui est le titulaire au poste, s'est blessé. Alors, Kim Jin-soo et des compétitions internationales, c'est une grande histoire de blessures, parce qu'il a raté 2 Coupes du Monde sur blessure. Il est souvent blessé à ces moments-là, malheureusement pour lui. Mais normalement, il sera là. Il sera titulaire. Il doit rater la phase de groupe. Dans quel état il sera à partir du prochain tour, on ne sait pas encore, mais il devrait revenir. Oui, Ce mais qui ça fait veut. que Likijé ne sera pas titulaire. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu aujourd'hui, le Ah oui, prochain match, Sol Yong-woo va être décalé sur le flanc ce gauche sera la fin de match, quoi. et Kim Tae-won prendra Ouais. le flanc droit. On peut, à moins que les Klinsmann se mettent encore une fois tout le monde à dos, parce que cette question-là de Likijé, elle s'est posée dès la sélection. Lui, il a toujours dit que le bonhomme faisait le travail à l'entraînement, qu'il était qualitatif à l'entraînement, etc. C'est bien, si tu veux, il écoute, il fait tout ce que tu veux, ok, mais après, il y a des performances sur le terrain. Et là, aujourd'hui, c'est criant. Il était complètement dépassé. Le but du Bahreïn, c'est sa faute. Alors oui, il y a John Sung-young qui foire son marquage, mais la perte de balle, c'est Likijé, on ne comprend pas ce qu'il fait. Il fait une passe vers un joueur, entre 2 joueurs coréens, ça finit en touche, la touche, elle est jouée vite, hop, boum, il y a but derrière. Tout, D'ailleurs, tout, tout a été mal joué de sa part. Baptiste, ouais, et pour appuyer sur le pauvre garçon, il était pas loin de l'expulsion. Il Ah était oui, pas loin de se complètement. prendre le deuxième carton jaune, il était pas loin. Franchement, c'était Et, juste. Hein. L'arbitre qui était, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui, j'espère ne passera pas des vacances à Séoul. Bah, de toute façon, il est Euh, chinois, donc non. ouais, voilà. Bizarrement, il a cartonné comme pas possible en première mi-temps. À chaque action, voilà, ça sort des cartons jaunes à tout va. Et là, sur une énorme faute, une énorme faute de Likidje, qui a déjà un jaune, en temps normal, c'est un carton jaune aussi. Donc, bon, je pense qu'il a fait preuve peut-être de psychologie, on va dire ça comme ça, mais on n'était pas loin de l'expulsion. Et tout de suite, Klinsmann a entamé un changement immédiatement, parce qu'il savait très bien que ça allait pas le faire. ah oui, mais c'est Voilà. justement, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse après le match. Il a dit que le nombre de cartons qui était quand même assez ahurissant pour la Corée, alors qu'il y en avait, et là les joueurs coréens ont quand même demandé à ce
Que les cartons jaunes soient donnés, ils n'ont pas gueulé contre ça. Ils ont dit, OK, il y a plein de cartons jaunes. Mais qu'il y ait une équité. C'est-à-dire que les Bahreïnis faisaient un peu ce qu'ils voulaient en termes de faute. Ils n'avaient jamais de carton. Ouais, c'est Et en surtout fait, les 2-3 Klinsmann, gros tacles. Hein. C'est surtout, il y a 2-3 gros ah tacles ouais, très il y très a sévères qui donnent pas de carton, alors qu'à côté, tu as des fautes qui sont des fautes. Il n'y a rien à dire. Mais tu te dis, bon, et voilà, Jürgen Klinsmann a dit que ça lui avait un peu dicté la suite du match dans bah ses oui, changements. forcément. Mais j'ai envie de dire à Jürgen Klinsmann, ça veut dire que si Likije n'avait pas pris de carton jaune, il ne serait pas sorti. Après, Klinsmann Parce a qu'il ne sorti, dit pas qu'il. Klinsmann a sorti ses 3 joueurs cartonnés. Hein. Oui, mais Kim Min-jae sort, mais Kim Min-jae était bon. Il sort parce qu'il a un carton, ça se comprend. Mais il n'a jamais dit en conférence de presse qu'il avait sorti Likije parce que Likije faisait un mauvais match. Il l'a sorti parce qu'il avait un carton. Et c'est là où c'est inquiétant. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que Mais Klinsmann. Baptiste, Mais regarde, Après, regarde, peut-être qu'il le dit pour pas le tuer. Baptiste, regarde par Mais exemple, non, mais après, il sort Park Young-woo qui fait un match de merde aussi parce qu'il a un carton. oui, mais encore une fois, il le sort très tard. Likije, il les sort parce Ouais, qu'il a c'est des vrai, c'est cartons, vrai. mais il les sort pas. Jamais il va dire en conférence de presse qu'il les a sortis pour des choix tactiques ou parce qu'ils étaient pas bons. Euh, Ah, mais ça, tu c'est peux ça en l'entendre. fait. Je pense que j'espère en tout cas oui, mais qu'il l'a c'est de la dit. com. J'espère qu'il Voilà, l'a. c'est de Ouais, la c'est ça, c'est com. de la com. C'est de J'espère la au com. moins qu'il l'a dit avec le joueur. Après, je pense que le joueur est pas débile. Il a vu qu'il a fait un match pourri. C'est pour le protéger, quoi. C'est Ouais, pour ouais, le c'est ça. protéger. Voilà, c'est ça. Mais voilà. Bon, on va aller quand même un petit peu sur du positif, forcément, avec Lee Kang-in. Voilà, ça a été le facteur X. On en a beaucoup parlé pendant le live, Baptiste. On reste persuadé que le jour où Klinsmann se dit c'est peut-être un 10, ça changera la vie. Et ça peut changer aussi la vie de la vie, en 2 mots, hein, la vie de Son Heung-min aussi. Hein. Oui, et d'ailleurs, on lui a posé la question à la fin du match, quelle était sa relation avec Son Heung-min. Bah, les deux s'entendent bien, donc il faut que Klinsmann capitalise là-dessus. Ils ont envie de jouer ensemble. On sent qu'il peut y avoir quelque chose si les deux sont alignés. Son Heung-min, on va le mettre en 9 et Lee Kang-in en soutien. Ça peut très bien marcher. Ou même Son Heung-min sur un côté, Lee Kang-in en soutien. Mais là-dessus, je pense que Klinsmann a aussi compris et il a dit qu'il voulait amener Lee Kang-in à davantage progresser. Et pour davantage progresser, il faut lui donner un rôle beaucoup plus important que ce qu'il a pu avoir en première période. Après, on en revient à un problème pour Klinsmann, c'est que si il décide de repositionner Lee Kang-in dans l'axe, Il doit changer de système. Il doit changer de système et il va avoir un problème sur le côté droit parce qu'il n'aura pas de joueur de percussion sur le côté droit puisqu'il n'a pas pris de joueur de ce profil-là. La majorité des joueurs qui peuvent jouer en percussion sur un côté sont habitués à jouer à gauche. Donc là, on n'aura personne à droite. Wang In-chan, il peut pas jouer sur un côté? Bah, il joue à gauche en général. Après, on peut le mettre à droite, mais en général, il joue à gauche. Après, on peut le mettre à droite. Là, je pense qu'il faudra qu'il fasse ça s'il décide de garder Son Heung-min à gauche. Mais en revanche, s'il enlève Son Heung-min à gauche, il n'a plus personne pour jouer à gauche. Donc en fait, il est bloqué. C'est-à-dire qu'il il est bloqué par ses choix lui-même. Ouais, c'est ça. Il est enfermé par ses choix d'avoir pris des joueurs qui ne jouent pas en club et qui ne sont pas performants en club parce qu'il ne peut pas les mettre titulaires. Et ça répond en partie à la question de Rodolphe qui était valable pour Likije, mais qui est valable pour plein de postes sur la notion de est-ce qu'il a d'autres solutions. En fait, il ne se les est pas données. C'est ça. En fait, il ne se les a pas donnés. Il a voulu garder un groupe qui était peut-être une vérité en février, en septembre, qui ne l'est plus aujourd'hui, mais il n'a pas voulu changer son groupe. Et aujourd'hui, c'est lui-même bloqué. Et il a une marge de manœuvre qui est très réduite, mais extrêmement réduite. Ouais. Donc, en fait, on est bloqué. On a des joueurs qui sont les meilleurs en Asie avec les Japonais, puisque c'est les deux nations qui ont le plus de joueurs en Europe et qui performent dans les clubs européens que l'on connaît. Mais malheureusement, ils se bloquent pour les accompagner avec des joueurs qui sont en Europe mais qui ne jouent pas. Et voilà, et donc ils sont enfermés en fait. Ils n'ont plus trop de moyens d'expression différentes que celles qu'on leur donne et qui ne peuvent potentiellement pas être la plus adéquate pour eux. Et on le disait, l'autre souci, le corollaire de tout ça, l'autre souci, ou la conséquence même de tout cela, l'autre souci qui va se poser à Klinsmann, par ce manque de solutions, c'est aussi un manque d'alternatives de manière générale.
On parlait à l'instant de changer de système, on vient de le voir, on vient de le dire, il peut pas concrètement, ou alors il va faire jouer des joueurs à des postes qui sont pas leurs postes et qui donc vont avoir peut-être aussi du mal à s'exprimer au top de leur forme. Mais ce problème-là peut se poser aussi en cours de match. Alors bon, là ça va parce que c'était Bahreïn et franchement, ils ont fait un très bon match, Bahreïn, mais on a vu que ça avait, au fur et à mesure, ça a fini par céder hein, sur la fin de match. D'ailleurs, on s'est fait la remarque pendant le live, la fin de match, Bahreïn ne touche plus la balle. Hein. Donc, c'est bien difficile pour eux. ouais, ça affaiblit forcément. Mais quand il va falloir trouver des solutions alternatives parce que tu es pris au piège contre une nation supérieure, Klinsmann ne les aura pas, ces choix-là, Baptiste, si j'entends bien. Donc ça veut dire, excuse-moi, après je laisse la parole à Baptiste, mais donc ça veut dire que l'adversaire peut analyser facilement les différentes alternatives de. Il n'y en a qu'une en fait. Voilà, donc en fait ça va être très facile à lire. C'est un jeu qui va être facile à lire pour l'adversaire. Oui, et puis en plus, comme c'est stéréotypé au possible, sauf quand Lee Kang-in a le ballon, où lui, il arrive à faire quelque chose où on ne s'y attend pas, c'est hyper stéréotypé, ce qui fait que globalement, la Corée du Sud, elle est très facilement contrable. Et ça, c'est parce que Klinsmann, en fait, on n'arrive pas à comprendre c'est illisible ce qu'il essaye de faire, et ses choix ne sont pas cohérents. Donc voilà, aujourd'hui, je ne pense pas que la Corée du Sud puisse battre une équipe comme le Japon ou comme l'Iran. Ou alors uniquement parce que les joueurs vont se prendre en main et Lee Kang-in, une fulgurance, comme il a pu le faire, parce que le deuxième but de la Corée, personne ne s'y attendait. Il a fait un contrôle, il a mis une mine, ok. Un but à la Messi, quoi. C'était un but à la Messi. Ça peut être un élément qui va permettre de faire basculer un match, mais ça tiendrait qu'à ça. Et c'est triste à dire, mais la Corée, depuis Paulo Bento, on comprenait où il voulait aller. On aimait ou on n'aimait pas, c'était un sujet, mais on sait où il voulait aller. Et c'était clair, net, précis, je veux travailler comme ça, je veux que tout le monde travaille comme ça, machin. Il a fait un travail, ça a plutôt payé, on va dire avec de la chance, mais on savait, on comprenait. Là, Klinsmann, on ne comprend plus rien. Voilà, alors, et malheureusement, il s'enferme, lui, dans ses idées. Oui, c'est un peu le souci. Deux petites questions avant de passer au match suivant. Pourquoi Kim Jong-won n'est pas titulaire dans cette équipe, nous demande Alarami. Je n'ai pas la réponse voilà. Parce que c'est peut-être le capitaine du champion en titre. Sans doute je crois qu'il a été désigné MVP du championnat et c'est son coéquipier qui est titulaire, alors que la paire à la Coupe du Monde, c'était lui et Kim Min-jae. Voilà, allez comprendre. On ne sait pas, et comme dirait, pour paraphraser Frankie the Beef, peut-être que certains ont des dossiers sur Klinsmann, qui sait, on n'en sait pas. Le dernier point, c'est ça doit râler au pays, nous dit Rodolphe. Après, ça grogne un petit peu quand même depuis quelques semaines, hein, le fait que Klinsmann soit jamais là, ça grogne quand même. Hein. Oui, il a rien fait pour se faire apprécier. C'est ça. Hein, ça grogne. Il a eu aussi comment dire. Il a fait l'affront de ne pas faire jouer Lee Kang-in quand il avait été appelé une fois, alors que tout un stade le demandait. Donc il s'est bien mis aussi les supporters à dos pour ça. Hein, on connaît ce qu'est Lee Kang-in en Corée. Et surtout, le manque de jeu. En fait, aujourd'hui, ils ont aussi souligné que c'était Park Kyung-woo et Wang In-bom n'avaient pas été bons. Donc que finalement, il va falloir bouger et changer certaines choses, mais il n'a pas les joueurs. Il ne les a pas pris en fait. Voilà, c'est ça. Rien que le fait de faire ses confs en visio, manque de respect, les propos sur la K-League, qu'il ne suit pas hein, concrètement. Hein, on en parlait à midi, Baptiste disait, il fait ça avec ses trucs de scouting. Hein, donc il ne regarde pas la K-League. C'est ça. Il ne regarde pas ce championnat-là. Pourquoi il a pris le poste s'il ne vient jamais en Corée? Oh, j'ai bien une réponse, Rodolphe, mais... mais voilà, non, mais oui, c'est assez dramatique. On en a parlé déjà à midi, hein, le double pivot devant la défense quand tu joues Bahreïn alors que tu sais que tu vas avoir le ballon tout le match. Bon, voilà, mais bon, on va pas refaire le débat tactique. La Corée du Sud quand même a gagné. C'est quand même la chose qu'on va retenir. Elle a sur le plan comptable réussi son premier match. Elle a aussi, et on le disait, elle a aussi la chance d'être dans un groupe quand même plutôt facile, plutôt sympa. Et justement, on va bousculer un petit peu l'ordre des matchs. On va parler du dernier match de la soirée, celui de 18h, entre la Jordanie et la Malaisie. Et là, pour le coup,
On mesure à quel point la Corée du Sud, elle a quand même un groupe facile. Alors, Letko, toi, tu étais au stade sur ce Ouais. Malaisie-Jordanie. On Mhm. sait, alors la Jordanie, on rappelle, elle n'est pas sur des dynamiques des plus folles. Elle a le magicien Moussa Al-Tamari, ça, ok. Mais ce match-là, voilà, Al-Rami dit un massacre. J'allais dire, c'est une boucherie, quoi. Enfin, il n'y a pas eu de match, quoi. Oui, oui, oui. Bah, en fait, le match a duré une mi-temps, Et encore, simplement. Une en une mi-temps. demi-heure, il y Une avait mi-temps. 3-0. Voilà, déjà. Donc, Et même 4, comme puisqu'il y en avait un qui avait été refusé pour un hors-jeu d'un bout de l'épaule. c'est ça. Et la Rami qui dit comment elles étaient les Malaisiennes. Bah, pas beaucoup Malaisé. de femmes. Voilà, voilà, c'est ça. Non, mais après, alors pour revenir sur la Jordanie, et c'est vrai que tu fais bien de parler du groupe de la Corée du Sud. Attention à la Jordanie pour la Corée du Sud, ça va pas être facile. Ils sont pas aussi naïfs que le Bahreïn et moins. Comment te dire ça? Bah, ils sont supérieurs quoi, à tous les niveaux. Bah, après, Moi, j'ai noté que. Oui, vas-y, Nico. ils sont supérieurs. Enfin, très franchement, je veux pas être méchant, je veux pas les accabler, mais franchement, la Malaisie, c'était quand même plus que limité, hein. Ils ont tenté des choses, ils avaient de bonnes intentions et tout, mais tu sens que c'est quand même très très limité. C'est pour l'instant l'équipe la plus faible que j'ai vu jouer, hein, dans cette compétition. Avec la Palestine. Avec la Palestine. Ouais, mais la Palestine, je la mets de côté parce que c'est cas Oui, oui, non, mais après, particulier. faut être. Oui, je sais, bien sûr. Mais Mais il faut. Voilà. je vais te dire, non, je vois la Palestine devant parce que franchement, la Palestine, elle a pris l'Iran, quoi. Donc, Oui, d'accord, donc voilà, mais. quoi. Oui, non, Mais c'est vrai, mais. Oui, je oui, pense que tu mets d'accord. la Malaisie face à l'Iran, il faut arrêter le match à la mi-temps. Oui, c'est clair. Mais, non, non, après. Et Alors, pourtant, la après, les buts. Malaisie est pour le moment en tête de Hmm. son groupe de qualif, hein. Ouais, mais Oui, je sais. elle a fait Ouais, un j'ai match, vu. elle a fait un match horrible. Alors, vous voyez les stats, hein, ce qui est assez paradoxal, c'est que la Malaisie a eu le ballon. Mais alors, dans la verticalité, parce que la Jordanie, c'est comme dit C'est Xizon, ça, hein, c'est ça. fait des choses simples. C'est très vertical. Ça va très vite. Enfin, c'est très vertical. Mais ils le font plutôt pas mal quand même, hein. Mais Oui, non, mais bien sûr. la naïveté défensive, le nombre de fois où ça essaye de jouer le hors-jeu, ça se fait prendre dans le dos systématiquement. Enfin, je veux dire, le nombre de fois où ils ont cherché, ils avaient eu les occasions de lancer Tamari ou j'ai mangé le nom du 13 là, de l'autre côté, celui qui met un Je vais doublé. te le donner. Et Je vais te le donner. Al-Mardi. Et ne faites pas de mauvaises blagues, s'il vous plaît. Al-Mardi. mais voilà, enfin, c'est exactement ce que dit Xixon. Ils ont jamais défendu sur les côtés. Ils ont oublié qu'on pouvait défendre sur les côtés, la Malaisie ou enfin, il y avait En des fait, il a espaces joué de avec un. partout. En fait, Pan Gongim, que Baptiste peut-être connaît, sûrement. Bah, il a joué avec avec un système de 3-4-3, donc assez ambitieux et assez offensif parce que les deux ailiers, enfin surtout Arif que je connais, qui a fait un match mitigé côté malaisien, qui a alterné le bon et le moins bon. Euh, voilà, comme tu l'as très bien dit, Nico, ils ont laissé les couloirs. Ils fermaient pas les couloirs. Enfin, même pas les couloirs. Et quand tu as des joueurs de la trempe de Altamari et de Almardi qui marquent un beau but, le premier est juste sublime. Oh, il est incroyable. Voilà, après le gardien, bon, on ne peut rien faire grand-chose parce que bon, la trajectoire est incroyable et quasiment impossible. Euh, voilà, ça, en fait, ça a donné le ton tout de suite au match et surtout le deuxième but aussi euh, a fait très très mal à la Malaisie et ils ont vite compris que ça allait mal se passer pour eux. La défense de la Malaisie a été limite enfin, c'était catastrophique. Ah, c'est C'était oui. complètement C'est Junior El Destal, c'était catastrophique. Le numéro c'est 15 c'est là, c'est- même le 2 là, c'est pour Mathieu ça que Delis. je dis, c'est pour ça que je dis que jusqu'ici, c'est pour moi l'équipe la plus mauvaise prestation qu'on a vue sur cette compétition. Même l'Inde, quoique l'Inde c'était solide aussi. Mais non, même l'Inde, c'était pas aussi, il n'y avait pas autant de Bah, l'Inde, naïveté, d'erreurs de l'Inde a tenu. placement. L'Inde a un peu plus L'Inde a tenu. tenu.
a C'est tenu ça. 0-0 à la mi-temps. Ouais, Voilà. c'est ça. À la mi-temps, il y avait 0-0. Là, je veux dire, je vais vous rappeler les buteurs, hein, si vous n'avez pas vu. Mahmoud Al-Mardi marque à la 12e, Tamari à la 18e. Il y a un but de Tamari à la Sur penalty. 23-24e qui est refusé pour hors-jeu. Et Al-Mardi en met un deuxième à la 32e minute. Il y a 3-0 au bout d'une demi-heure. Et là, on se dit, il va y en avoir 15, quoi. Parce qu'à chaque Ouais, c'est fois, vrai, c'est vrai. à chaque offensive jordanienne, mais c'était. Enfin voilà, déjà, les Jordaniens se projetaient très très vite et assez en nombre. Quoique ils survoltent, enfin c'était pas survolté non plus, ils attaquaient pas à 10, hein, mais waouh, c'était compliqué. Et Non, c'est mais là ça où tu partait mesures très, la très vite. chance c'est là où tu mesures la chance de la Corée du Sud quand même dans ce groupe. Ouais, non, mais après, comme tu l'as très bien dit, on avait une stat dans le stade, dans les écrans, on avait les 5 joueurs qui touchaient le plus de ballons, pardon, excuse-moi, et ben les 4 premiers étaient des Malaisiens. Et devine, c'était qui? Bah, c'était les défenseurs, quoi. Ouais. Donc, ça, en fait, cette stat nous prouve que les joueurs de la Jordanie ne gardaient pas forcément le ballon, ça allait très, très vite. Ah oui, Une ça touche de balle, ça pour le coup, partait ça va vite. très vite. Alors ça peut Ça être va un. très, très vite. Je sais pas si tu as Mm. vu le match, Baptiste, mais ça pour le coup, ça peut être entre guillemets un point qui peut inquiéter la Corée du Sud, vu la vitesse dans les couloirs. Même si, on l'a vu aussi pendant le match, on l'a dit, Baptiste, j'ai l'impression que les consignes de Klinsmann pour les latéraux, c'est vous passez pas la ligne médiane, hein. Oui, puis Oui. après, il faut remettre aussi les choses dans son contexte, hein. La Jordanie a joué face à la Malaisie. Je pense Oui. que quand en face, tu auras au milieu de terrain des joueurs qui sauront garder un ballon et potentiellement moins le perdre bêtement que a pu le faire la Malaisie avec des défenseurs beaucoup plus solides, avec Kim Min-jae qui te court un 100 mètres comme si c'était un ailier. La défense, elle sera beaucoup plus compacte et beaucoup plus réactive. Donc oui, la Jordanie a fait un très bon match, il n'y a rien à dire, c'était même plaisant à voir. Mais la Malaisie, comme vous l'avez dit, c'était triste, hein. Et d'ailleurs, l'entraîneur coréen, il a pris quelques articles assez salés au pays, hein, parce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, ils en parlent? Donc, Ils en parlent? oui, ils en parlent un peu, puisque c'est un entraîneur coréen, donc ils en ont parlé. Ils parlent aussi de Shin Tae-yong avec l'Indonésie, et ils disent que, bon, voilà, c'est pas fameux. Voilà. C'est complètement raté. Donc, oui, la Jordanie a fait un bon match, mais je pense que si la Corée du Sud se met à avoir peur de la Ah oui. Jordanie, Ah bah Non, faut pas rentrer à la peur, maison. pas peur, mais prudent. Non, faut juste être prudent, je pense, pour la Corée du Sud. Pas besoin de. Voilà, on n'est pas dans le. Après, C'est pas l'Allemagne, enfin, c'est pas l'Espagne en face, quoi. Faut pas déconner, mais faut être prudent. Parce que je après pense si c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne, la Corée du Jordanie. Sud gagne, hein. Oui, je sais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que je T'as me vu suis arrêté Baptiste, sur l'Allemagne. je suis bien intéressé, hein. ah, Ouais. c'était beau. Non, mais après, Voilà. oui, faut être prudent, mais comme contre toutes les équipes, faut pas y aller en disant on va les battre, c'est sûr, on est plus fort. Mais je pense que globalement, la Jordanie ne fera pas le même match face à la Non, Corée bien du sûr, Sud. bien sûr. Et j'ose espérer que si la Jordanie bat la Corée du Sud, Klinsmann prenne la porte, tu vois. Ouais. Alors, Et qu'il y a À ce beaucoup point-là, de joueurs à ce qui point-là. s'excusent, hein. bah, Ah oui, non, mais d'accord. Ok. faut dire les choses clairement. La Corée du Sud n'a pas le droit de perdre face à la Jordanie. Il faut pas abuser. La Corée du Sud n'a pas le droit de perdre un Eh ben, seul moi, je vous le point dis, les gars, hein. dans ce groupe. Moi, je C'est vous le comme dis, les si gars. Vas-y, termine. non, mais c'est comme si tu disais à l'équipe de France dans les qualifications, parce que clairement, on va pas se mentir, hein, la Coupe d'Asie, c'est comme si c'était les qualifications à la Coupe du Monde, hein. Il y a les mêmes équipes, c'est Oui. exactement la même chose. C'est comme si la France en qualification perdait des points face à des équipes comme Andorre ou je sais pas, Gibraltar. Andorre, Gibraltar. Ouais. On est à des années-lumière au niveau du foot entre la Corée et la Jordanie. Une équipe comme la Corée du Sud, même le Japon ou l'Iran ne peuvent pas se permettre de perdre des points dans ces phases de groupe. Ça. Sinon, c'est un cataclysme. C'est pas possible. Bah, sinon, Et ça serait très très mal vécu par les. Voilà, c'est ça. Je pense au pays, par les fédérations, par les journalistes, par les supporters. C'est pas de dire c'est de considérer la Jordanie comme une mauvaise équipe. C'est juste. Non, bien sûr. Aujourd'hui, il y a un rang à tenir. C'est que tu t'appelles la Corée du Sud, tu as des joueurs qui jouent à Tottenham, à Wolverhampton, au Bayern Munich, au PSG. Tu ne peux pas perdre contre une équipe dont le meilleur joueur joue à Montpellier. Enfin, à un bon moment. Ouais, mais c'est Altamari. Moi, alors tu touches pas à Altamari, s'il te plaît. Ouais, Altamari, je peux te dire que là, avec le match qu'il nous a fait, pour moi, c'est quasiment l'homme de la journée, hein. Pour moi, c'est l'homme de la journée avec Lily Kangin. Pour moi, c'est l'homme de la journée. Mohamed Ali avec l'Irak. Oui, c'est vrai, on en parlera après. On va y venir à l'Irak dans un instant, mais. Attends. Non,
Lee Kwang-in ne peut pas être l'homme de la journée, il a fait que 45 minutes. Déjà. Oui, c'est vrai. Il a fait qu'une mi-temps. C'est la Pour le deuxième. coup, Tamari a fait son match, a joué son rôle de leader de l'équipe. Très clairement, a endossé ce costume et l'assume pleinement. Après, Exactement. on le connaissait hein, déjà en 2019, on l'avait trouvé très très bon avec la Jordanie. On a perdu des points contre le Luxembourg en 2017. Je suis toujours traumatisé, j'étais au stade Yalrami. C'est pour ça que j'ai hésité quand Baptiste est parti dans les comparaisons avec la France. J'ai failli dire Andorre et Luxembourg et je me suis vite arrêté sur à pas dire Luxembourg parce que justement, ça monte un peu, même si dans l'absolu, tu pourrais presque considérer que ça serait peut-être plus un parallèle Luxembourg et Jordanie que Gibraltar ou Andorre. Mais bon, on a quand même eu aujourd'hui des équipes ayant des plots à la place de la défense, la Malaisie et l'Indonésie. Oui, on va y venir dans un instant, l'Indonésie, parce qu'il y a des choses à dire. Justement, hein, que Baptiste nous a fait la transition, parce que voilà, hein, sur Malaisie-Jordanie, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à retenir. Franchement, c'était pas un match, quoi. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu de match, quoi. Moi, j'ai noté quelques points quand même. Je pense que déjà, Pat Gongim, il y a des joueurs côté malaisien qui ont perdu clairement leur place. Et j'ai bien aimé l'entrée de Mamadou Soumaré, si je dis bien son nom, excuse-moi, et Akian Rachid, que j'ai bien aimé aussi. Donc, je pense que ces joueurs vont être titularisés pour le prochain match. Et aussi, comme on l'a dit, la Malaisie a été très, très tendre. Par contre, la deuxième mi-temps est malaisienne, parce que c'est là où ils ont changé d'attitude, ils ont été plus agressifs. Il y a 3-0. Personnellement, moi, je pense que quand même la Malaisie aurait mérité de marquer au moins un but dans le match. Bon, ça va pas changer grand-chose, mais au moins de marquer un but pour tous les efforts et la bonne deuxième mi-temps qu'ils ont fait. Mais notre cher ami Aziz Aboulela, le gardien, ne l'a pas entendu de cette oreille, donc il est plutôt en bonne forme, notre gardien jordanien. Et j'ai bien aussi qui a changé 3 fois de gants. Ouais, exactement. Ouais. C'est la première fois que je vois ça. Alors, je me suis demandé si son premier changement de gants, quasiment d'entrée de match, je me suis dit, le mec, il a un contrat avec un sponsor pour qu'on voit ses gants. C'est pas impossible. Parce que je ne comprends pas son changement de gants. Et voilà, bref. Ouais, vas-y, continue. Nous non plus, on n'a pas compris. Ouais, voilà, après, non, je ne vais pas être long, de toute façon, on va en terminer avec ce match, mais j'ai bien aimé la tour de contrôle, le numéro 5, Yazan Al-Arab. J'ai bien aimé, très rassurant, dans cette défense à 3. Moi, mon pronostic pour le Corée du Sud Jordanie, moi, j'ai un match nul. Hein. Personnellement, il a posé le match nul d'aujourd'hui. Il a posé le match nul, messieurs, dames. Non, c'est fait. T'as posé le match nul. Non, mais moi, je le pose. Mais moi, j'assume, Nico. Et devant le chat, moi, il n'y a pas de problème. Après, je vais sûrement me tromper. C'est pas un problème. On est là pour se tromper. On ne sait jamais avec Klinsmann. Voilà. Mais voilà, exactement. Mais s'il y a match nul, je vais faire demi-tour à l'avion. Je te le dis direct. Dis pas des choses comme ça, Baptiste. Tu sais que tu viens de déclencher le match nul. Voilà. De toute façon, je le verrai pas. C'est vrai, tu le verras pas. Tu seras dans l'avion à ce moment-là. J'essaierai de demander à nos chers amis hôtesses de l'air de me dire le résultat si j'ai les moyens. Ouais, je ne verrai pas. Après, très franchement, alors pour rester sérieux 2 secondes, la Jordanie a gagné 4-0. Ouais. Elle a fait plus que le taf. On parlait avec Farouk tout à l'heure de la théorie des 4 points qui en fait est plus une théorie des 3 points. Et on en parlait à midi avec toi, Baptiste, sur le côté en 2019. Il n'y a qu'une seule équipe qui avait 4 points, je l'ai dit tout à l'heure. Tout le monde en avait 3 dans les meilleurs 3e. Dans la probabilité que la Jordanie finisse 3e, j'y crois pas une seconde. Je vois bien la Jordanie, mon avis, finira derrière la Corée du Sud. Parce que c'est pareil, face au Bahreïn, ça devrait aller. Ça devrait aller. Et donc, ça va faire déjà, ils ont fait une bonne partie du chemin pour la qualification, quoi. Oui. Ils vont se qualifier. Oui, la Jordanie va se qualifier. Oui. La Jordanie-Corée, pour moi, ils sont déjà qualifiés ce soir. Tu sais pourquoi, Nico? Parce que je pense qu'il y aura plusieurs 3e avec 3 points et avec le goal average d'aujourd'hui de la Jordanie. Ah oui, ils sont bien. Mais je pense qu'ils seront 2e. Mais bon. Oui, moi aussi. C'est pour ça que j'ai dit match nul tout à l'heure avec la Corée du Sud. Après, en tout cas, ils sont bien rentrés. Dans leur compétition. Ils sont en pleine confiance maintenant pour le match de la Corée du Sud. Je pense qu'ils vont pas avoir peur. Voilà. Je dis pas qu'ils vont gagner ou qu'ils vont perdre ou quoi. Moi, je pense que leur état d'esprit, ils ont engrangé beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité et beaucoup de repères, je pense. Alors, pour le coup, il marche sur l'eau. Ouais, pour le coup, ils se sont aérés l'esprit. Pour le coup, ils se sont aérés l'esprit. Mais bon, on verra. Voilà. Samedi, 12h30, Jordanie, Corée du Sud. Ce sera la 2e journée. On a dit être en tout cas.
Voilà. Bahreïn-Malaisie, ça sera le même jour à 15h30 pour le prochain rendez-vous. Bahreïn-Malaisie qui sera important pour l'un comme pour l'autre dans l'optique de viser cette 3e place, puisqu'on l'a dit, tout le monde se qualifie, c'est un peu l'école des fans, dès qu'on finit 3e. On va passer au meilleur match. Ouais, vas-y. Juste un dernier mot, très rapide. 23 000 spectateurs aujourd'hui, donc je crois que c'est la meilleure affluence de la journée. Après le match d'ouverture. Ouais. Voilà. 23 000 Al Janoub Stadium. Voilà. Pas de complet. Très bien. On va passer au meilleur match du jour. Malheureusement, c'est le seul match que c'est le seul match que tu n'as pas vu. Mais mais j'ai vu des images. J'ai quand même vu des images, j'ai vu des choses, j'ai noté des choses. Donc, pour le coup, le meilleur match du jour, je ne sais pas si tu l'as vu, Baptiste. Si je l'ai vu et je crois que j'ai dû arrêter. Alors j'ai pas vu le tout début du match, j'ai pas vu la fin. J'ai vu une grosse majorité, mais j'ai pas tout vu. Et franchement, de ce que j'ai vu, j'avais 2 équipes qui jouaient au foot, notamment en première période, même si on a vu clairement que l'Irak physiquement ils ont bouffé les Indonésiens. Et ça s'est joué essentiellement là-dessus. Au fil du match, on a vu l'Indonésie perdre un peu l'eau et physiquement, ils n'ont pas tenu. Rien que le but, alors je sais plus, je crois que c'est le 3e. Il lui met une boîte et puis après, il envoie une boule sous la barre en reprise de volée. Il est incroyable ce but. Il l'a fusillé. Il arrache le but. Et en fait, tu as raison d'insister parce que ça résume quand même pas mal, effectivement, la grande différence d'impact qu'il y a eu entre les 2 équipes. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le match, tu dis, on a eu 2 équipes qui ont joué au foot, ça c'est clair. En tout cas, qui ont cherché à jouer au foot. Avec une équipe qui est quand même, je trouve, beaucoup plus juste techniquement et collectivement, c'est l'Irak. On la sent la touche espagnole du coach. On sent que, enfin, je veux dire, tu prends les prises de balles des mecs sont systématiquement vers l'avant. Tous les contrôles orientés se font vers l'avant. Ça combine dans tous les sens. Waouh. On avait dit que ça pouvait être un poil à gratter. L'Irak, il va en gratter quelques-uns quand même, je pense. Après, l'Indonésie a fait un bon match. Avec ses moyens, je trouve. Ils ont eu le mérite d'égaliser, quoi. Ils ont eu le mérite d'égaliser, de faire peut-être douter un petit peu cette équipe irakienne, avec un beau but d'ailleurs, très joli but, entre un bon centre un petit pont d'ailleurs en fait, toute l'action est très belle. Toute l'action est très belle dans la façon dont ils sortent le ballon et dans la façon dont ils la construisent. Et la conclusion, c'est quand même petit pont, centre, reprise. Voilà, Marcelino Ferdinand qui est le joueur le plus connu le plus attendu. Voilà, c'est ça. Donc qui a répondu présent, très beau but. Voilà. Après, moi, j'ai pas pu voir le match, donc je pourrais pas dire qu'est-ce qui s'est passé réellement. J'ai vu les buts, comme tu as dit tout à l'heure, le 3e où il arrache les buts et il arrache notre ami Aymen Hussein. C'est un peu l'image du match, quoi. C'est que il a mis toute sa rage dans cette frappe et pour montrer la supériorité de l'Irak face à cette équipe indonésienne. Malheureusement, pour l'Indonésie, non, juste je termine, après je te laisse. Non, en fait, le tournant du match, c'est le 2-1 à la 47e, juste avant la mi-temps. Et on sait très bien les buts pris avant une mi-temps et ça peut changer un peu le. Ouais, même si très franchement, l'Irak était quand même très au-dessus, je trouve. Oui, mais il y a eu une succession de vagues. Et tu savais que ça allait finir par céder parce qu'ils étaient quand même. Ok, alors je vous suis même sur le chat. Je vous suis avec Marcelino, très intéressant. Ok, il a 19 piges le gamin, donc tendance à. Équipe jeune d'ailleurs de l'Indonésie. Équipe jeune, 22 ans de moyenne. Pas sur le terrain. Ah bah moi, ce que je vois, j'ai du 11 de départ. Justement, parce que c'est une phrase qu'on entend beaucoup. J'ai regardé le 11 de départ, dans les joueurs, dans le 11. Dans le 11, tu as 4 joueurs qui sont jeunes du côté de l'Indonésie. Tu as Marcelino qui en a 19, tu as Witi de l'autre côté qui en a 22, Hübner au milieu en a 20, Aran en a 22. Mais alors en face, regarde l'équipe et celle qui termine derrière. Tu as le plus vieux, Merchas a 24 ans, bon, il a 1 an, tu vois, il est un petit peu au-dessus. Mais Hussein Ali, c'est 21, Iqbal, c'est 20, Amin, c'est 20, Bayesh, qui était incroyable sur son côté, c'est 23, Ali Jassim, qui a été très très bon aussi, c'est 19, et Mohanad Ali, il a que 23. C'est jeune, l'Irak. Ah non, c'est jeune. Ah non, bien sûr. Zidane Iqbal, on le connaît, parce qu'il est passé par Manchester. Super joueur. Jassim, comme tu as dit, Ali Jassim, qui a eu la meilleure note du match, qu'on connaît, que c'est un cadre de l'équipe, un leader offensif côté irakien.
Voilà, non, non, Et puis après, oui, on a retrouvé, forcément. Mohamed Ali. Il a été incroyable en première Son but est mi-temps. magnifique. Moi, j'aime beaucoup son Mais but où il frappe juste après le rebond. C'est magnifique. Mais tout ce Techniquement, c'est beau. qu'il fait dans le match est incroyable. Ouais, Ali Jassim a crevé l'écran, ouais, complètement. Mais voilà, enfin, c'est pareil, parce que je sais, je l'ai entendu, tout le monde dit, ouais, l'Indonésie, c'est très jeune, ok. Oui, c'est très jeune, mais attention, l'Irak, c'est pas des vieux, hein, c'est pas des papis. Hein. Ah non, mais Et je il dis y a juste beaucoup 25 ans de d'âge. gamins sur le terrain. Juste 20. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. Oh, salut à Salim qui est à Abidjan pour la CAN. Salut Salim. Un bisou à Salim. Un bisou à Salim, ouais. Et justement, Baptiste, on parle de l'Irak. On disait que c'était un potentiel poil à gratter. C'est un potentiel, un vrai potentiel. Je vais pas dire prétendant au titre, mais ça peut être très très embêtant. Hein. Bah, on va avoir une réponse rapidement, puisqu'ils jouent contre le Japon dans leur prochain match. Donc on va voir où est-ce qu'ils se situent à ce niveau-là. Parce que là, encore une fois, alors je pense que l'Irak est quand même meilleur que la Jordanie, mais ils ont quand même affronté l'Indonésie, qui est l'équipe la plus faible du groupe. Ça, du groupe dans lequel ils sont, avec Japon et Vietnam. Et ils les ont épuisés à Ouais. l'impact, au physique. Parce que l'Indonésie, globalement, physiquement, eux, ils vont juste essayer de mettre du mouvement et courir. Et voilà, ils n'ont pas d'autres armes. L'Irak les a bouffés et les a usés, parce que quand on voyait la tête des joueurs à la fin du match, même au fil du match, tu les voyais, ils avaient les yeux qui étaient enfoncés dans le crâne, ils n'en pouvaient plus. Mais face au Japon, c'est là où on va vraiment voir comment, si ça peut vraiment être le poil à gratter qu'on attend. Parce que si le Japon, après c'est le Japon, on s'attend à ce qu'ils éclatent tout le monde, mais on va tout de suite le voir. Si face au Japon, ils arrivent un peu à les titiller, à gagner, à perdre juste de un but, un zéro, un truc comme ça, on va se dire, ouais, ok, l'Irak aujourd'hui, c'est sérieux. Par contre, s'ils se prennent une dérouillée, on reverra en fait. C'est un peu, je pense que ce premier match, notamment quand c'est face à des équipes très faibles, il est dur de tirer des enseignements. Parce que globalement, pour les équipes comme le Japon, l'Iran, la Corée, l'Australie, de se dire, ok, ils ont réussi, ils ont fait un bon match, oui, ils en tirent des enseignements, les mecs sont là, sont arrivés, ils sont lancés dans leur compétition. Par contre, pour les équipes derrière qu'on annonce un petit peu poil à gratter, quand elles affrontent l'équipe la plus faible, c'est un peu plus dur de se dire, ok, ils sont là, etc. Si tu n'arrives pas à battre l'Indonésie, je pense que tu te poses beaucoup de questions. Oui, mais tu vois, d'un autre côté, eux, ils arrivent avec ce statut d'outsider. Enfin, je sais pas si on doit dire outsider. On va garder le mot poil à gratter. Tu peux le dire. Tu peux le dire. Bah, outsider, ouais, non, parce que pour moi, la Corée du Sud est un outsider. Tu vois, donc la Corée du Sud n'est pas favorite pour le titre pour moi, tu vois, donc non, elle fait partie des favorites. Non, elle est outsider. Les favoris, c'est l'Iran et le Japon. Ah non, après, c'est ton avis, je le respecte. Pour moi, tu vois, dans ma classification, Baptiste parlait du système d'étoiles de l'équipe l'autre jour. L'Irak est à 3 étoiles. Moi, j'ai 3 favoris, comme tu l'as dit. Mais non, moi, l'Irak, je les aurais pas mis à 3 étoiles, moi. Moi, je les mets à 3. Je mets Corée du Sud à 4. Et Japon-Iran à 5. Ah non, j'aurais pas mis ça, moi. Bon, j'aurais mis Japon non 5, plus, mais bon, après, c'est ton avis, on le respecte. Mais après, c'est des sensations. Mais tu vois, par exemple, dans cette première journée, parce que la première journée, elle est finie. Non, il reste le match encore demain. Non, il reste demain encore. Mais dans ces premiers groupes, on n'a eu aucun match serré, à part l'Ouzbékistan-Syrie, mais qui était nul. C'est un match. Voilà. Mais globalement, on n'a eu aucun match serré. On n'a eu que des scores qui sont quand même révélateurs. Il y a eu le Chine-Tadjikistan. Attention. Hein. Ah oui, pardon, j'ai oublié celui-là. Oui, c'est vrai. Même si dans le jeu, il n'a pas été serré pendant 80 minutes. Voilà. Mais globalement, tu vois, même Hong Kong, qu'on s'attendait peut-être pouvoir sortir son épingle du jeu dans ce groupe-là, ils ont pris une rouste. Alors, ça n'a pas été la rouste attendue, mais ils en ont pris une. Donc, j'attends de voir surtout le prochain match quand on va passer à quelque chose un petit peu au-dessus. T'attends le vrai test. J'attends le vrai test parce que quand tu regardais le calendrier, tu t'es pas dit, ouais, l'Irak, ils vont galérer face à l'Indonésie. Non, mais ce qui est important quand tu as, c'est ce que je voulais dire aussi, quand tu as ce statut d'équipe que tout le monde attend un petit peu quand même, en se disant, oh attention, tu vois, on n'est pas les seuls à dire attention à l'Irak. Tous les suiveurs se disent attention à l'Irak. Donc quand tu as le statut d'équipe sur laquelle on va avoir un regard particulier,
tout comme quand tu es favori d'une épreuve, c'est important de faire bonne impression sur ton premier match. Ce que l'on disait tout à l'heure en tant que favori, l'Iran a envoyé un message. Le Japon n'a pas envoyé de vrai message pour l'instant. La Corée du Sud, vrai. en tant que prétendant, n'a pas envoyé de vrai message. Elle n'a pas véritablement répondu au message envoyé par l'Iran. Je parle beaucoup de messages, mais vous voyez ce que je veux dire. L'Irak, tout le monde se dit, on les attend. Ils jouent face à l'Indonésie, ils les plient, et avec vraiment une impression, il y a 3-1, mais avec une impression que, oui, ils étaient... Voilà, on savait que sur le papier, ils étaient au-dessus. Oui, ils étaient largement au-dessus de l'Indonésie. L'Indonésie a fait un bon match, mais... les autres étaient au-dessus. Concrètement, même s'il y avait, tu vois, dans l'absolu, s'il y avait eu 1-1, on voit les stats, hein, le but de l'Indonésie, c'est son seul tir cadré. Donc, c'est ça aussi, tu vois. Alors, je sais qu'il ne faut pas non plus tout donner aux stats, mais ils n'ont pas concédé tant que ça. Et ils ont eu le ballon, Enfin, franchement, même s'il y avait eu 1-1 à la poche, je peux t'assurer que le résultat final, c'était la même chose. Hein. Oui, bien sûr, ça on le sait. Ils les ont, enfin Baptiste l'a dit, ils les ont usés parce que collectivement il y a quelque chose au-dessus, techniquement ils sont au-dessus, physiquement ils étaient au-dessus. Donc eux, ils ont répondu, voilà, on les attend. Bon, ils ont convaincu sur leur premier match en disant, eh ben ils seront là. Maintenant la question pour rejoindre ce que tu dis Baptiste, le test face au Japon, il est évident, c'est un vrai test. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant sur leur étiquette, ok, voilà, ils répondent aux attentes. Ils répondent à ce que l'on peut attendre d'eux en se disant, voilà. Et maintenant, c'est, ok, maintenant, montez-nous que vous pouvez gratter le Japon. Pas les battre, hein, les gratter. Moi, je pense qu'ils vont les gratter. Surtout le Japon que j'ai vu. Ouais, mais le Japon, c'est une énigme parce qu'on n'a pas vu le vrai Japon pour l'instant. Exactement. Et on a vu des choix même très curieux. On a vu des choix curieux de Moriyasu, mais un peu d'équipe. Hein. Voilà. Je pense que le Japon est en gestion de sa phase de groupe. Donc, voilà. Et surtout, c'est que le Japon... Mais ça peut pousser le Japon, ça peut pousser Moriyasu à faire attention et mettre une vraie équipe. Oui. Ah non, mais là, Moriyasu, je pense que là, il a dû analyser. Voilà. Attention, parce que l'Irak a perdu face à la Corée du Sud. Hein. L'Irak a perdu face à une Corée du Sud qui n'était pas au complet. Hein. En match de préparation. Ouais. Oui, mais la Jordanie a pris 6-1 contre le Japon. Hein. Oui, mais d'accord. Mais quand tu vois la Corée du Sud d'aujourd'hui, elle est encore pire face à l'Irak et ils ont quand même gagné. Oui, bien sûr. Ah non, mais ça, on le sait. Oui, après, ça s'est joué sur des individualités. Mais la Corée du Sud et le Japon, aujourd'hui, leur début de compétition est poussif, mais ça gagne. Pour l'instant, ça gagne sur des individualités, comme on l'a analysé tout à l'heure. Mais il va falloir montrer autre chose et montrer une vraie force collective pour battre et convaincre le public face à l'Irak et face à la Jordanie lors des prochains matchs. Je ne dis pas qu'ils vont perdre, c'est pas ce que je dis, mais il va falloir montrer un peu plus s'ils veulent convaincre leurs supporters et le public. Je me fais pas de soucis pour le Japon, je pense qu'ils vont plier l'Irak. Ouais, je pense. Par contre, pour la Corée, ça sera un peu plus compliqué parce que je pense qu'ils sont au maximum là. Je pense que pour l'instant, en fait, le seul truc, c'est qu'on n'a juste pas vu le vrai Japon. On n'a pas vu le Japon en vitesse de croisière. Ils sont tranquillement entrés dans leur compétition sans trop forcer. Si je faisais un parallèle un petit peu, je dirais ils ont fait un petit peu comme l'Égypte, sauf que l'Égypte s'est endormie sur elle-même. Mais voilà, on a déjà parlé de la CAN, ouais, Salim. On arrive même presque à la fin de l'émission. J'espère qu'elle se passe bien pour toi, la CAN. On a adoré la première mi-temps de Sénégal. Du Sénégal, aujourd'hui on n'a rien vu, mais bon, donc voilà, non mais bon, en tout cas par rapport à ce match là, c'était probablement le meilleur match du jour. Je pense que tu es d'accord avec moi, Baptiste. Oui, en termes de jeu, oui, c'était clairement le meilleur. Après, en termes d'attente, non, mais en termes de jeu, oui, c'était le meilleur. Donc voilà, et l'Irak, avait généré des attentes avant la compétition et entretient ces attentes maintenant. Voilà, pour reprendre ce que disait Baptiste, on a envie de les voir face au Japon et on a envie de les voir embêter le Japon, hein, concrètement, parce qu'ils peuvent embêter le Japon. Ah non, mais clairement, ils ont les armes en tout cas. Ils ont les armes. Globalement, ce qui est un peu chiant avec ces compétitions à 24, c'est que on attend en fait les matchs qui vont nous emballer parce que après, là, pour le moment c'est ça. Après on sait qu'on a deux compétitions, c'est-à-dire qu'on a une phase de groupe dans laquelle on va avoir quelques matchs sympas, mais surtout entre guillemets on s'en sert pour
voir comment les gros gèrent leur entrée dans la compétition, se mettent en marche. On espère parfois une ou deux surprises pour s'exciter un petit peu. Et puis on est là sur la phase de groupe pour découvrir aussi surtout des équipes. Il faut avoir des petits qui viennent de découvrir l'arrivée, des underdogs qui vont commencer à se montrer. Et ensuite, on a la vraie compétition qui va démarrer avec les huitièmes de finale. On le sait, c'est toujours comme ça. Hein. Même bien sûr. Oui. Oui. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, le décor est planté et on va avoir lors de la deuxième semaine, on va avoir des belles affiches. Ouais, très excitant. Exactement. Ouais, parce qu'on aura les grosses affiches sur la semaine 2. Il reste une journée de cette. On devrait commencer directement par les huitièmes. Oui, mais si tu commences directement par les huitièmes, Rodolphe, tu as 16 équipes, tu n'en as pas 24. Voilà. Eh oui. Donc il faut trouver un juste équilibre. Mais on en revient au débat classique le problème, c'est pas le nombre d'équipes, c'est le format qui te qualifie avec une seule victoire en 3 matchs, ou parfois avec 3 matchs nuls, comme on disait tout à l'heure, la bise au Portugal de 2016. Donc, la Tunisie aussi. On est passé avec 3 matchs nuls aussi. Ouais, bah voilà. À la CAN, ouais. C'est toujours la limite du truc. Mais bon, bref, les rendez-vous de demain pour la Coupe d'Asie. Il reste 2 matchs dans cette première journée, première grande journée des groupes. 2 matchs à jouer, 15h30, la Thaïlande joue contre le Kirghizistan. On parlait d'équipes à découvrir, en voilà une. Et l'Arabie Saoudite, un autre prétendant que l'on attend face à Oman. Ça sera le dernier groupe à jouer, le groupe F. J'y serai. Donc, celui-là. tu seras Arabie Saoudite, Oman. Très bien. Match 18h30 heure française. Pour demain, c'est un peu le bazar du côté de l'Arabie Saoudite. Alors, je t'avoue que j'ai pas trop suivi. J'ai juste vu les histoires sur Mancini qui dégage des joueurs. J'ai pas vu qui. 6 joueurs. Combien? 6 joueurs. Il y a un gardien et 5 joueurs, dont un cadre. Firas, c'est le numéro 9. J'ai oublié je connais pas son nom au complet. Excuse-moi. Mais il y a un gardien qui a carrément dit, voilà, si je suis pas titulaire, tu me renvoies, quoi, tout simplement. Donc, il l'a renvoyé. C'est comme tu as dit, c'est le bazar. Chacun ses états d'âme. Al-Faraj. Voilà, Ouais, voilà, c'est ça. Mais justement, la question de Rodolphe, parce que moi, j'ai pas suivi le dossier. Il les a virés pourquoi? Parce que les mecs ont dit, si on n'est pas titulaire, on joue pas? Alors, il y a un cas, c'est le gardien de but Ali Kili, si je le prononce bien, qui a clairement dit, voilà, si je suis pas titulaire, renvoie-moi dans mon équipe. Et il y a quelques joueurs qui sont pas heureux dans l'équipe, donc ils ont demandé à partir. Et l'autre, j'ai oublié c'était quoi l'excuse. Donc c'est le grand bazar, quoi. C'est le cirque. Le groupe vit bien, donc. Exactement. Voilà. Le groupe vit bien. Bah écoute, on les trouvera peut-être dans le train avec Nemanja Matic. Bref, la bise. Ouais. Voilà, c'est quoi ce bordel? Bah écoute, voilà, on a le droit de s'amuser aussi un petit peu en Asie. Voilà, d'habitude, on se moque souvent certains se moquent souvent de ce qui se passe à la CAN avec tout ce qui est gestion des primes, les mecs qui veulent jouer, ceux qui font la gueule, machin. Bah voilà, on a le droit aussi à ça, nous aussi, en Asie. Pourquoi pas? Bah écoutez, on verra le joyeux bordel de l'Arabie Saoudite demain face à Oman. 18h30, donc, pour conclure cette première grande journée de la phase de groupe. Et attention à Oman. Nico, attention à Oman. Attention. Bonne équipe. On essaiera d'inviter Paul Le Guen. Eh ben écoutez, on va arriver au terme de ce jour de coupe. Je vais vous remercier, messieurs. Merci Letko d'être passé. Toujours un plaisir, Nico. Toujours un plaisir d'être là avec vous et de veiller avec Baptiste. C'était une bonne émission. Parfait. Il faut rajouter 2 heures. Faut rajouter 2 heures à Letko. Merci Baptiste d'avoir été avec moi et d'avoir été avec moi aussi pendant le live. L'un des derniers avant que tu t'envoles. Ouais, et je vais peut-être faire une expérience assez particulière pour les prochains matchs de la Corée du Sud parce que je viens d'apprendre qu'ils étaient diffusés dans des cinémas, les matchs. Oh. Donc ça pourrait être très intéressant que j'aille au cinéma voir le match de la Coupe d'Asie. Ah mais c'est magnifique ça. Et notamment celui de la Malaisie. J'espère que j'espère pas qu'ils seront en 4D les matchs. Pourquoi? Parce qu'en KD, tu as différentes. Je sais pas, par exemple, je crois que la KD, tu as les vibrations, etc. Il lui faut les vibrations. Il lui faut les vibrations. Ah, il faut les vibrations, d'accord. On va déraper, les gars. Il est 1h, on va déraper. Ouais,
En tout cas, non, mais en tout cas, c'est sympa le coup de l'expérience dans les cinémas. Je me souviens que PM à l'époque, quand il faisait sa tournée africaine, quand il était un petit peu partout, allait souvent voir des matchs qui étaient diffusés dans des petites salles, dans des cinémas ou dans des petites salles, des matchs de Champions League, n'importe quel type de match. Ouais, bah écoute, on suivra ça avec attention. En tout cas, merci d'avoir été là, Baptiste. On se recroisera avant ton départ, hein. Oui, il y a des chances. Baptiste a le choix entre aller voir un Marvel et un match de Klinsmann. On va conclure sur cette phrase, elle est magnifique. Voilà, elle résume parfaitement l'émission. Merci à vous tous d'avoir été présents dans le chat. Merci à tous ceux qui verront cette émission en replay. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à nous suivre sur les différentes plateformes sur lesquelles on diffuse ces émissions, on diffuse les lives si vous le pouvez. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez prendre un sub. Ça sert à ça, à nous soutenir. Alors vous pouvez le faire avec un Prime sur Twitch. Et sur la plateforme, si vous voulez donner véritablement, faites-le sur la plateforme verte. Elle vole moins d'argent que Twitch. Voilà, c'est dit. Grâce à ça, je vais me prendre un ban. C'est pas grave. La bise à tous. On se retrouve demain 23h pour un prochain rendez-vous avec Jour de Coupe. Bonne nuit à tous. À demain.